terminé un Grand Prix, vous avez eu un mauvais résultat, les médias, ils vous disent qu'est-ce que vous allez faire la prochaine course. Quand on est patron d'équipe, on réfléchit pas vraiment à la prochaine course, on réfléchit un peu à l'année suivante et beaucoup à dans 2 ans. Chaque journée avant la course est complètement constellée de meetings qui permettent de s'assurer que tout sera OK, tous les voyants seront ouverts au moment où la voiture devra sortir. C'est vraiment de l'excellence opérationnelle, de l'excellence dans l'exécution, et pour ça, il y a rien de mieux que la préparation, que l'entraînement. C'est une succession de rites au sein d'un week-end, au sein d'une saison, au sein d'une année, au sein d'une semaine. Mais voilà, on est extrêmement rythmé et on fait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on le fait aussi bien que ce qu'on le fait. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Cyril. Bonjour Frédéric. Alors, je suis ravi qu'on se rencontre. Tu es rentré au groupe Renault il y a 20 ans, que tu as quitté en janvier 2021, alors que tu étais directeur général de Renault F1 Team. Aujourd'hui, tu es chez un VC, Hardware Club, comme partenaire. J'imagine dans le secteur de la mobilité, mais on va y revenir. Dans la fin, il y a les pilotes, et ce qui m'intéressait également, c'est de voir le back-office, qu'on voit beaucoup moins, qu'a montré d'ailleurs la super série Formula One sur Netflix. J'avais envie de faire un focus sur cette partie. D'ailleurs, on te voit quand même assez souvent. Tu me diras, comment non, tu l'as vécu ? Ça m'a rien coûté, je les ai pas payés pour ça. C'est vrai, on te voit assez souvent. D'ailleurs, à peu près tous. Ouais. Voilà. Ensemble, on va décrire ton parcours, comprendre comment tu es arrivé jusqu'à là. Mais avant, je voudrais qu'on parle de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Ouais, je suis Cyril Abitboul, j'ai 44 ans maintenant, je suis d'octobre 77, je suis né à Paris dans le 14e, je vis à Paris dans le 14e, à peu près à 30 mètres de l'endroit où je suis né, mais entre-temps, c'est vrai que grâce à la Formule 1, j'ai eu le temps de faire quelques fois le tour de la planète. J'ai une enfance assez traditionnelle, assez normale, d'enfant parisien, voilà, dans une structure familiale assez conventionnelle. J'ai fait mes études au lycée Carnot, un grand lycée parisien dans le 17e. Et peut-être effectivement le premier fait un peu notoire, c'est que où j'ai fait la résistance à mes parents, c'est qu'ils voulaient absolument que je fasse une prépa scientifique. Ils se sont connus à Centrale. Et mon signe de rébellion, ça a été de faire dans leur dos une prépa HEC. Bon, quand ils l'ont appris, je suis retourné dans la prépa scientifique, mais c'est vrai que je pense que j'avais déjà un peu un truc un peu contrarié d'ingénieur et qui avait plutôt envie de faire du business. Et je mentionne cette anecdote-là parce que je pense que c'est resté avec la Formule 1, qui est un environnement d'ingénieur, mais qui est surtout un extraordinaire terrain de jeu business, de négociation, puisque j'ai envie de dire tout a une valeur, tout s'achète, tout se vend. Et que la valeur des choses, elle fluctue en fonction de la performance. Voilà, donc ça c'était mes études d'ingénieur. Ensuite, je suis parti à Grenoble faire 2 études d'ingénieur. D'une certaine façon, j'avais fait un peu justement les 2 prépas pendant un temps, et puis pareil, école d'ingénieur, j'ai réussi un peu à jouer avec le système. C'est peut-être un deuxième sujet. J'aime bien arriver à manœuvrer autour des systèmes qui sont très normatifs en France, mais quand même d'arriver à trouver une voie. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur en physique-chimie et une école d'ingénieur en maths et info, donc pour avoir d'une certaine façon les 2 diplômes, parce que souvent il y a beaucoup de contraires en moi, d'antagonisme en moi, et j'aime bien essayer de rassembler et de tout faire à la fois, finalement de pas choisir pour pas avoir à renoncer.
Donc voilà, école d'ingé au pluriel à Grenoble. Temps passé aussi à faire beaucoup de sport de glisse, qui est une passion. Ski. On en parlera aussi, oui, ski. J'étais prof de snowboard en fait le week-end, la première année aux Deux Alpes. Parce que j'ai eu la chance de commencer très tôt le snowboard, très très tôt. Donc à cette époque-là, j'étais à un niveau où je pouvais donner quelques cours. À 44 ans, parce que moi alors on a quelques années d'écart. Mais le snowboard, c'est venu bien plus tard que le ski. Entre le ski et le snowboard, il y a eu quand même le monoski, etc. J'ai fait une saison de monoski, mais ça m'a jamais plu. Il y a vraiment un problème de style. Je trouve que vraiment ça va pas. Voilà, donc pas mal de temps passé à la montagne, parce qu'effectivement les sports de nature c'est quelque chose d'important, les sports de glisse et puis aussi les sensations de vitesse que cela procure. Et puis retour à Paris, effectivement, après la troisième année pour un stage de fin d'études, que les étudiants connaissent bien. Et en fait, à cette époque-là, peut-être une autre marque de ma vie, c'est un peu concours de hasard complet. C'est que j'ai mis un CV dans une boîte, un CV sur un forum de l'emploi à Grenoble, et je me suis retrouvé à travailler dans ce qui s'appelait à l'époque l'incubateur e-business de Renault. Donc là, il faut se repositionner, c'était en 2000 ou 2001. À une époque où la première bulle Internet venait d'exploser, mais les constructeurs automobiles, qui avaient toujours un peu un train de retard avec la technologie de ce type-là, continuaient de penser qu'ils allaient gagner plus d'argent avec le numérique qu'avec les voitures. Alors ça va finir par être vrai, mais en tout cas à cette époque-là, c'était un peu soit en retard par rapport à la bulle numérique, soit en avance par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc il y avait un incubateur e-business qui devait centraliser toutes les initiatives e-business interne et externe, et puis il y avait notamment un petit incubateur qui cherchait aussi à incuber et à investir dans des projets à l'extérieur. Et c'est cette entité qui m'a contacté, et c'est vrai, quand on sort d'une école d'ingé, à la fois avoir, je dirais, le confort et puis tout ce qui va avec un groupe patrimonial, qui est un groupe comme Renault, mais également être tourné sur l'avenir, être tourné sur des nouveaux projets digitaux, on ne disait pas digital à l'époque d'ailleurs, c'était assez attirant, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, donc c'était en l'été 2001, j'ai été mis en relation avec l'équipe de Formule 1 qui venait de se reconstituer et qui s'interrogeait sur la façon de mieux valoriser, de valoriser tout court, parce que c'était pas du tout le cas. Ils avaient arrêté la Formule 1 déjà? Ouais, Renault a été connu pour ses allées et venues dans le sport automobile. Ils sont entrés dans les années, si on fait très rapidement l'histoire, dans les années fin de 70-80 en tant qu'écurie complète. Une voiture jaune dont tout le monde peut-être a en tête, en tout cas dans ma génération, dans notre génération. Ensuite, ils ont arrêté, ils sont revenus dans les années 90 en tant que motoristes uniquement. Avec McLaren? Avec Williams surtout. Williams? Voilà. Pas McLaren, non? Bon, il y a eu, je crois, une saison avec McLaren, mais alors là, il faut pas tout forcément prendre sur l'histoire, en tout cas pas sur la Formule 1. Oui, Williams Renault, de toute façon, Williams Renault, voilà. Ouais. Après, ils ont racheté au Lotus. Je crois pas qu'il y ait eu McLaren. Je crois qu'il y a failli y avoir McLaren, mais je crois que finalement McLaren, ça s'est pas fait. C'était essentiellement Williams, Lotus et d'autres, Benetton. Ensuite, en 97, ils arrêtent en tant que motoristes, et en fait, 18 mois plus tard, ils se posent la question de comment revenir, mais plutôt en tant qu'écurie complète. Et donc, Patrick Faure avec Flavio Briatore reforment un projet de réacquisition de l'écurie, qui est l'écurie de Benetton à l'époque, qui est déjà l'écurie basée à Enstone, qui est l'écurie que Renault ou Alpine opèrent aujourd'hui. Donc projet de retour complet, à la fois motoriste et écurie. Et donc voilà, je suis dans ce moment de retour, un an après le retour, 2001, où Renault, avec d'autres constructeurs automobiles qui sont impliqués en Formule 1 à l'époque, se pose la question de comment exploiter des droits qui à l'époque ne sont pas du tout exploités, qui sont en train de commencer à apparaître, qui sont des droits numériques. Ça fait partie de ces cycles de bras de fer entre les participants, donc typiquement les constructeurs à l'époque, et puis le détenteur des droits commerciaux, donc à l'époque la FOM et le fameux Bernier Ecclestone, et les constructeurs automobiles de s'organiser par l'intermédiaire d'une association qui s'appelait GPMA de mémoire à l'époque, pour justement se poser la question de comment leverager les droits Internet, les droits numériques qui ne font pas partie de ce qui était vendu aux chaînes de télé. Et en fait, Renault F1 à l'époque s'est tourné vers moi pour mener une étude, une réflexion et faire des recommandations. Pourquoi ? Parce que j'étais dans le bon endroit, au bon endroit au bon moment. C'était la bonne entité du groupe Renault pour réfléchir à ces questions-là. Et puis
Aussi, j'avais été exposé dans ma vie plus jeune un peu au sport américain, et la Fondation des sports américains avait commencé à utiliser le médium Internet, notamment le site NBA, NBA.com, était le premier gros site Internet qui permet, alors ça semble incroyable aujourd'hui, mais qui permettait le matin d'avoir les résultats. Je me souviens, je crois que c'était en 95, j'avais les résultats des matchs de la nuit en me loguant avec mon modem qui faisait un bruit absolument horrible. Voilà, c'est ça, ouais. Qui faisait un bruit absolument horrible, mais lentement j'avais la page qui s'affichait assez laborieusement pour me donner les résultats. Donc on va tout ça pour dire que j'avais été un peu exposé à cet univers-là, et que j'avais proposé des choses qui ont été, je pense, un peu remarquées par le management de Renault F1 de l'époque. Et puis finalement, quand je suis rentré définitivement dans le groupe Renault après mon stage de fin d'études, j'ai régulièrement effectué des missions pour cette activité, pour cette entité F1, assez bizarre, mais ô combien fascinante, et puis séduisante, hein, quand on est jeune, sorti de l'école, cet univers très dynamique, très sportif, forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis, en plus de gravir des échelons assez rapidement, parce que il y a eu au fil des époques de Renault en F1, il y a eu pas mal de mouvements de personnel et donc de mouvements d'organigramme, et ça a été une opportunité pour moi de développer ce que je faisais, et puis de développer mon réseau dans cet environnement. Alors, il y a plein de choses. Merci pour cette présentation. Plein de choses. Alors, d'abord, tu dis, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait j'ai fait 2 diplômes, etc. Par contre, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Les 20 ans que tu as passé, plus le cursus que tu as fait, etc., à part aujourd'hui, même si on peut considérer que peut-être une écurie, ça peut être une entreprise, etc., et une entreprise même agile, très agile, il y a un produit, il y a, voilà. Est-ce que tu n'as pas du tout pris la voie de l'entreprise? Donc, c'est un moment, est-ce que dans ton esprit, toutes ces années, tu avais quand même cette envie ou dire un jour je deviendrai entrepreneur? Oui, j'avais effectivement ce regret. Je pouvais absolument pas regretter la carrière que j'ai eue pendant ces 20 années, mais à tout moment, je savais que quelque part, il y avait une partie de moi qui se disait que j'aurais bien aimé monter quelque chose ou aider des entrepreneurs à monter quelque chose, parce que je pense qu'on s'improvise pas complètement entrepreneur. Il doit y avoir un certain nombre de paramètres. Alors, parmi les différents paramètres, je pense qu'il y a quand même la résilience, il y a la conviction, il y a peut-être je dirais la capacité à réunir des équipes, fédérer des équipes et les emmener quelque part. Et je pense que ça, typiquement, ce sont des choses que j'ai été capable de mettre dans les différentes phases de ma carrière, et in fine dans le projet Renault F1. En revanche, il y a quelque chose quand même qui est très différent entre l'intrapreneuriat, comme on l'appelle, et l'entrepreneuriat, c'est qu'on joue pas avec son argent. Dans un cas, voilà. Et ça, je suis tout à fait réaliste. C'est qu'effectivement, c'était les finances de Renault, et j'avais complètement conscience de ça. Et d'ailleurs, à tout moment dans mon parcours et dans ce que j'ai fait en tant que responsable d'équipe de F1, j'étais extrêmement frugal sur les moyens utilisés, peut-être trop. D'ailleurs, quand j'essaye de faire mon analyse, mon propre bilan, je me dis que peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu moins regardant quand je regarde ce que font les autres. En tout cas, oui, c'était pas mon argent, mais en tout cas, une fois la page Formule 1 tournée en début de cette année, je dirais très très haut dans la liste des choses que j'ai ambitionné de faire, il y avait effectivement soit monter une boîte, soit travailler dans un fonds d'investissement au plus proche des entrepreneurs qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs de convictions, bref, tout ce que j'aime. Quel genre d'enfant? Calme. Calme? Ouais. Je me souviens plus, j'étais pas là. Mais tu étais déjà branché vitesse, sport. Alors, sport de glisse, oui, mais voiture, tout ça? J'étais très mauvais perdant, je crois. Assez colérique aussi, je crois. Branché vitesse, définitivement. Voiture, oui. Sport automobile, non. Je sais que c'est pas une réponse forcément très populaire ou qu'on attendrait, mais c'est la réalité. Alors voiture, oui, j'étais absolument fasciné par la beauté de l'objet voiture. Comme tous les hommes ou Oh bah j'en sais rien, ouais, je sais pas. Ouais. Ou il peut y avoir des femmes aussi. Ma conjointe aime beaucoup les voitures aussi, donc non, je pense que un bel objet c'est un sentiment qui peut être asexué, mais oui, donc j'aime les voitures en tant qu'objet, et puis j'aime la sensation effectivement de la vitesse. On me rapporte que j'aimais bien dévaler les pentes
voilà, parce que ma grand-mère habitait à Pantin. Ouais, c'est ça. C'était pas de trottinette, mais c'était qu'on appelle skate. ça un truc où on se met sur. On se met dessus là, un petit camion à roulette et puis mais sauf que je l'avais scalé quand même, comme on dit, le truc en dévalant les pentes du fort de Romainville à toute vitesse, voilà, ce qui m'a valu quelques bobos, ce qui m'a valu une fracture du crâne d'ailleurs. Ah oui. Oui, assez quand j'étais très jeune, parce que je suis passé par-dessus le guidon de mon vélo. Donc non, effectivement, tout ce qui se déplace, qui va vite, ce qui me permet de se sentir libre finalement, de s'affranchir des contraintes, parce que je suis assez libertaire. Tout ce qui est effectivement, tout ce qui limite, entrave à ma liberté, à mon libre arbitre, me pose problème. Peut-être d'ailleurs aussi m'a posé aussi certaines limitations dans la vie d'un très grand groupe, et ce qui typiquement aussi probablement m'attire dans l'entrepreneuriat, parce que entrepreneur, il y a quand même beaucoup de liberté, il y a des faisceaux de contraintes très importants, mais il y a aussi beaucoup de liberté, et c'est ce dont j'ai beaucoup bénéficié, mais je pense qu'on en reparlera au sein du groupe Renault, voilà, en tout cas pour une bonne partie de ma carrière. Tu me parlais des allers-retours qu'a fait Renault dans la Formule 1. J'ai 2 questions à te poser, donc je voudrais que tu m'expliques à peu près si tu sais pourquoi il y a eu ces retours. En fait, à la limite, pourquoi on revient, je peux le comprendre. L'image, etc. Après, il faut voir si de la F1 on arrive à la série, tout ça. Enfin, ça c'est autre chose. Pourquoi on quitte ? Est-ce que parce qu'on n'est pas bon ? Est-ce que parce que ça coûte trop cher, etc. Et pourquoi toi qui sors de l'école, donc 2 questions, pourquoi toi qui sors de l'école quasiment, on va te confier quasiment le projet, c'est ça à peu près, hein, tu vas contribuer au projet de revenir. C'est un projet qui est plus que national, quoi, en fait. Ouais, alors il y a eu du temps, je sais pas à quel retour tu fais allusion, oui. Mais alors déjà première partie de la question, pourquoi on quitte ? Il y a plusieurs façons de prendre cette question. Je vais peut-être commencer par paraphraser ou citer Carlos Ghosn, ouais, qui disait de toute façon, quand vous êtes en Formule 1, il y a 50% des gens qui veulent en sortir, et quand vous n'êtes pas en Formule 1, il y a 50% des gens qui veulent rentrer au sein du groupe. Et ça s'étend d'ailleurs au plus haut niveau, au comité exécutif du groupe. Bon, donc ça, je trouve que c'était assez marrant. Puis d'ailleurs, j'ai pu le vérifier, parce que une des problématiques. Ce sont les Navy Seals de Renault, ceux qui sont en Formule 1. Non, je pense que ça peut tourner. Non, je pense que ça peut tourner. Je pense que ça peut tourner. Je pense quasiment une posture ou un jeu de rôle. Je pense qu'il faut qu'il y ait 50% d'un board ou d'un comité exécutif qui remette en question cette activité. Pourquoi ? Parce que en fait, elle est difficilement rationalisable. Je dis pas que elle est pas rationnelle, elle est difficilement rationalisable. C'est-à-dire il n'est pas facile de trouver un indicateur, une mesure qui définitivement dise il faut le faire, ou inversement d'ailleurs il faut pas le faire, parce que on sait combien ça coûte. Par contre, combien ça rapporte, l'aléa sportif, l'aléa réputationnel, parce que je veux dire, mettre sa marque dans un sport, c'est bien évidemment lui faire courir le risque d'être battu, c'est la mettre dans un environnement qu'on contrôle pas. Bref, c'est finalement tout ce que les marques n'aiment pas faire. Après, il y a une dimension pays aussi. Je veux dire, il faut que la France soit, voilà. Non, mais encore une fois, il y a plein de raisons de le faire, mais il y a aussi tout un tas de raisons pour pas le faire. C'est pour ça que je pense que en termes de jeu de rôle et de posture d'un comité exécutif, vous aurez toujours 50% des gens qui disent faux et 50% des gens qui disent pas. Et d'ailleurs, souvent, une même personne peut passer d'un côté à l'autre. Donc, en revanche, effectivement, une difficulté, c'est que du coup, il y a un manque de persistance, de consistance du message. Et c'est vrai que je pense que le b.a.-ba, c'est que pour qu'un message marketing soit impactant, il faut qu'il y ait une récurrence, il faut qu'il soit permanent, il faut pas y être 3-4 ans et puis sortir, etc., et puis faire autre chose. Non, il faut y être. Et pour que définitivement les gens associent Formule 1 à la marque, ou la marque à la Formule 1. Bon, ou si jamais on se dit qu'on n'a pas notre place, ne pas y chercher à faire des allées et venues. L'autre aspect aussi, c'est que moi, contrairement, je pense, et c'est pas pour me plaindre, mais c'est quand même un fait, tous les ans où on était en Formule 1, je passais peut-être une bonne trentaine de pourcents de mon temps à convaincre ou à expliquer pourquoi il fallait y rester. Donc à être dans un processus éducatif du comité exécutif ou du board sur pourquoi on était en Formule 1. Bon, voilà. Après, j'aurais peut-être dû m'organiser différemment pour être finalement moins essentiel aux opérations et davantage me concentrer sur le siège. Enfin, le fait est que le groupe Renault n'a jamais été très clair. Jusqu'à
il y a quelques mois, avec effectivement l'arrivée de son nouveau CEO, qui est absolument déterminé à être en F1, au bénéfice d'une autre marque d'ailleurs. Donc c'est vraiment un autre projet marketing. C'est pas la marque Renault, c'est la marque Alpine. Et lui, en revanche, il est très clair qu'il veut y être aussi longtemps qu'il sera en mesure de le faire. Donc là, il a absolument aucune interrogation. Ouais, c'est vrai que ça a été, je sais pas d'ailleurs, bon, ils sont à fond sur le renouvellement de la. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Renault, c'est vrai que quand tu regardes Renault, tu te dis presque que ils sont partagés entre Dacia et Alpine. Ils sont au milieu aujourd'hui. Le sport, bon, je sais pas si c'est des Renault Sport, c'est peut-être plus assez fort par rapport à Alpine. Ouais, je pense que il y avait finalement un postulat. Bon, je ne travaillerai pas des discussions qu'on a eues, mais que finalement, ça allait être très compliqué, voire impossible, de rendre la marque Renault sportive. Donc, d'une certaine façon, que l'investissement F1, il était perdu d'avance. Donc, quitte à ne pas être capable de rendre la marque Renault sportive, autant prendre la marque Alpine qui est de fait sportive dans ses gènes, et en revanche, lui offrir, je dirais, une plateforme de notoriété qui lui permettra d'être en ligne avec ses objectifs. Quand on était petit, l'Alpine, elle s'appelait l'Alpine Renault. C'était Alpine Renault. Oui, je pense que pareil, ça fait partie effectivement des ambiguïtés. Est-ce que Renault est-ce que Alpine doit revendiquer ses liens avec Alpine, ou au contraire les taire, voire les masquer? Bon, chacun a son avis. Je n'aurais pas le mien, mais effectivement, ça a beaucoup aussi. En tout cas, maintenant, tout ça pour dire que effectivement, Renault a eu beaucoup de doutes vis-à-vis de la Formule 1. Maintenant, les doutes sont passés. Ils sont très clairs sur l'impact de la Formule 1, positif, mais au bénéfice d'une autre marque, qui est la marque Alpine. J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, j'ai lu que tu avais persuadé Carlos Ghosn de retourner en Formule 1. Tu as contribué? Ah oui, je pense que je peux pas, en tout cas, enfin, je peux pas dire que j'ai pas contribué. Je me voudrais pas me présenter comme celui qui l'a convaincu. Non, on essayé d'être dans entre guillemets, pas un jeu de rôle, mais je dirais des rôles qui soient très clairs. C'est-à-dire qu'il y avait le marketing. Dans Renault Sport. J'étais dans Renault Sport. J'étais patron de Renault Sport. Renault Sport, c'est quoi? C'est les voitures, c'est les Mégane? Non, à cette époque-là, on était motoriste. On était motoriste en Formule 1 de Red Bull. On n'était que motoriste de Formule 1 de Red Bull. Et en fait, la question se posait de continuer à être motoriste, ou tout arrêter, ou revenir en tant qu'écurie complète. Là, on parle de fin 2014-2015. Voilà. En gros, on a une relation de client-fournisseur, enfin de fournisseur de Red Bull qui ne fonctionne pas, pour tout un tas de raisons. Ça coûte très cher. Ça rapporte Sachant que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas être fournisseur de Red Bull. Bien sûr. Tu aurais pu. Bien sûr, c'est ce que fait Mercedes aujourd'hui. Mercedes est fournisseur de McLaren, c'est ce qu'on a été. On a été fournisseur, on a été jusqu'à fournisseur de 4 écuries à la fois. Donc, on le pouvait, mais en fait, le problème, c'est quand on est fournisseur, on a tous les, en fait, l'essentiel du coût de la participation en Formule 1 pour un constructeur automobile, sans faire trop compliqué, c'est essentiellement justement l'activité moteur. Donc, si on n'est que motoriste, on a que tous les coûts. On a aussi, j'ai tendance à dire, toutes les emmerdes, tu me passes l'expression, associées à la fourniture d'une écurie, mais on n'a absolument pas les bénéfices en termes d'image. Vous gagnez, c'est Red Bull qui gagne. On perd, c'est à cause du moteur Renault. Et c'est un complément de réponse à la question précédente. Les années Williams, finalement, on gagne 7 années de suite, de 91 à 97. Finalement, comme le dit Schweitzer à l'époque, l'actualité, c'est pas quand Renault gagne, mais c'est quand Renault perd. Et donc, autant arrêter. Donc, c'est pour ça qu'ils décident d'arrêter en 97, mais finalement de revenir en 2000 avec une écurie complète. Donc, finalement, j'ai envie de dire, on n'a réinventé rien en 2014, ni au problème, ni aux solutions envisagées. La solution retenue, c'est de revenir. En revanche, il faut la mettre en œuvre. Il faut s'assurer des conditions de faisabilité. Et ça, c'est mon rôle. Je n'ai pas convaincu. C'est le rôle du marketing à l'époque, d'avoir dit à Carlos Ghosn, au CEO de l'époque, de dire ça a du sens pour Renault, compte tenu des objectifs de l'entreprise et du groupe, d'être en F1. Et c'est à moi de convaincre sur les conditions de faisabilité et sur l'exécution. Voilà. Donc effectivement, si j'avais pas été là pour convaincre sur la faisabilité et ensuite de gérer l'exécution, on peut dire qu'il n'y aurait pas aujourd'hui d'écurie Alpine. Allez, on va avancer. Donc c'est acté. Donc vous retournez en Formule 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel va devenir ton rôle? Le rôle, il y a eu plusieurs phases. En fait, il y a eu une année quand même importante, 2015, qui a été une année extrêmement importante pour moi, parce que c'était l'année à la fois effectivement de réflexion du plan, mais enfin de réflexion de la décision sur la décision de revenir en Formule 1 avec une écurie complète, mais également de préparation de la feuille de route. Et en fait, cette année 2015, elle a été à la fois longue parce qu'on a longtemps procrastiné, enfin le comité exécutif de Renault a longtemps procrastiné sur la décision, qui devait se prendre à l'été, mais qui finalement s'est pris mi-décembre. Mais moi, ça m'a donné le temps, en coulisses, en fait, de préparer tout le plan
de monter en cadence, de faire comme si effectivement la décision avait été prise et de planifier l'exécution d'une écurie, de faire un plan à 5 ans. Un plan à 5 ans qui devait donc nous permettre d'ici à 2020, si on revenait, de nous battre pour des victoires. Bon, in fine, on s'est battu pour des podiums, on a fait des podiums, donc on a sous-performé par rapport à ce que devait être le plan, mais en tout cas, tout était décrit, à la fois, la feuille de route en matière de financement, donc de sponsors, technologique, recrutement, management, pilote, tout était construit dans les grandes lignes, comme un entrepreneur qui réfléchit au lancement de sa propre start-up. C'est ce qu'on fait dans notre métier de fonds d'investissement aujourd'hui. On demande quelle est leur feuille de route à court terme, moyen, long terme. Pareil, j'avais décrit ceci de manière assez minutieuse. Et donc ensuite, une fois que la décision a été prise, c'était ta question, il s'est agi finalement d'exécuter, de dérouler cette feuille de route. Sauf que je dirais que mon rôle a un peu évolué parce qu'on a initialement voulu faire venir un patron d'équipe qui soit vraiment en charge du sportif, pour qu'il y ait un rôle en fait entre le CEO, c'est-à-dire moi-même sur la partie plutôt corporate, et quelqu'un qui soit réellement sur la partie sportive, parce que déjà à l'époque j'intuitais que s'occuper du corporate, s'occuper de Renault, ça prendrait du temps, et donc j'avais envie d'avoir cette espèce de rôle d'organigramme à 2 têtes. Ça n'a jamais fonctionné. Moi, en tout cas, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Donc, pour ça que mon rôle a un peu oscillé pendant les 2 premières années, jusqu'à ce que finalement, je sois en charge de l'ensemble, à la fois du côté corporate, également en charge des aspects sportifs, et ceci sur 2 sites. Parce que c'est la particularité de Renault F1, c'est qu'on est sur 2 sites. Un site en France, historique, qui fait les moteurs. Un site en Angleterre, près d'Oxford, à Enstone, qui fait la partie châssis. Et mine de rien... Qui était... à l'origine Lotus. Ouais, qui était précédemment Lotus, qui était précédemment Renault dans le cycle précédent, qui était précédemment Benetton, etc. Je pourrais remonter comme ça. C'est un site. Et d'ailleurs, quand je dis ça, j'en dis quelque chose sur la culture des gens à Enstone. C'est que c'est des gens qui ont vu de nombreux actionnaires passer, de nombreuses marques passer. Donc d'un côté, on a un site. Finalement, l'actionnaire, c'est l'actionnaire du moment. Et de l'autre côté, à Viry-Châtillon, site monté en 69 par Amédée Gordini, si ma mémoire est bonne, qui a toujours été Renault, même Rnur, régie nationale des usines Renault, très fidèle à Renault. Donc on a vraiment un fossé culturel très important entre les 2 sites, en plus du fossé géographique, qui était un vrai challenge sur le plan managérial. J'en parle parce qu'effectivement, trouver la bonne façon d'animer ces 2 sites, créer un projet d'équipe, ça a été un des vrais challenges de ces dernières années. Allez, on va avancer. Donc, tu arrives jusqu'à patron d'écurie. Quel est le rôle d'un patron d'écurie aujourd'hui ? Enfin, à l'époque ? Le rôle d'un patron d'écurie... En fait, déjà, il y a 10 patrons d'écurie et je pense qu'il y a 10 rôles, il y a 10 modèles, il y a 10 organigrammes, parce que le rôle d'une personne, ça se définit aussi avec son environnement et avec l'organigramme qu'il y a autour. Mais c'est essentiellement... c'est définir une stratégie, mais encore une fois, la stratégie finalement elle est relativement simple. On est surtout dans l'exécution, c'est dans l'excellence de l'exécution que se bâtissent les grandes équipes. Le patron d'écurie, c'est avant tout quelqu'un qui doit développer l'environnement qui sera propice à l'écurie. Donc l'environnement économique favorable, donc avoir accès à des financements. L'environnement corporate pour des écuries qui appartiennent à des constructeurs, parce que des écuries qui sont indépendantes, il y a des écuries qui appartiennent à des constructeurs, il y a des écuries qui ont également des actionnaires, des fonds private equity comme Williams. Donc c'est gérer cet environnement. C'est également gérer l'environnement réglementaire, c'est-à-dire avoir des interactions avec le régulateur de sorte à ce que le règlement à minima vous pénalise pas, mais si possible vous soit favorable. Et puis c'est gérer également l'environnement sportif, donc sur la piste, avec les pilotes, l'environnement médiatique. Donc voilà, j'ai envie de dire que le patron de l'équipe, c'est surtout celui qui va gérer l'environnement pour que cet environnement soit favorable, soit propice à ce que l'équipe puisse faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire construire, développer, concevoir, fabriquer, développer, etc., et exploiter un bon moteur et un bon châssis. Et parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, c'est-à-dire que on se dit que la Formule 1, c'est de la rupture technologique. Non, c'est surtout un jeu de gains incrémentaux. C'est-à-dire que la voiture, elle progresse parfois de Grand Prix en Grand Prix, ou de saison en saison, ou de règlement en règlement. Mais finalement, la base de départ, c'est toujours la voiture de l'année d'avant. C'est pour ça que quelque chose que les gens ne perçoivent pas bien à l'extérieur, c'est à quel point la stabilité est nécessaire en Formule 1 pour faire progresser
pas juste l'équipe, mais surtout la voiture pour pour qu'elle soit de plus en plus on parle de compétitive. 5 ans, on dit que c'est à peu près 5 ans pour nous commencer à avoir du résultat. Oui, ça dépend d'où on part. Nous, on est parti 9e et au bout de 5 ans, on a eu des premiers podiums. Une première victoire cette année d'Esteban. Donc après, ça dépend aussi si l'environnement réglementaire évolue ou pas. Mais effectivement, il faut quand même plusieurs années pour aller chercher cette équipe. Il faut avoir en tête que quand je suis revenu en 2014, Renault F1, c'était 250 personnes. Je l'ai quitté, c'était 1200 personnes. Cette croissance, ça met du temps. Sachant que parfois, il faut aller chercher des talents qui ont des contrats de plusieurs années. Il faut attendre plusieurs années pour qu'ils soient capables de se libérer. Donc tout ceci prend naturellement du temps. Et le temps, pareil, quand je dis un des rôles également du patron d'équipe, c'est de gérer ce temps. Parce qu'on est dans des temps, gérer les temps d'inertie, gérer les inerties. On est dans des temps qui sont des temps longs, qui sont quand même les temps un peu de l'industrie, parce que c'est de la technologie, c'est de l'industrie, etc. Mais avec une pression du temps court. Les médias, vous terminez un Grand Prix, vous avez eu un mauvais résultat, ils vous disent qu'est-ce que vous allez faire la prochaine course pour réagir face à ce mauvais résultat. Sauf que finalement, quand on est patron d'équipe, on réfléchit pas vraiment à la prochaine course. On réfléchit un peu à l'année suivante et beaucoup à l'année dans 2 ans. Et pour autant, il faut gérer cette pression du très court terme. Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, quand vous avez terminé la saison, et on termine la saison, là, quand vous terminez la saison et que tu es arrivé, je sais pas moi, 5e ou 6e ou 4e, et que ton but c'est d'arriver dans les 3 premiers, quels outils tu as? Si tu dois pas, alors tu as évidemment les pilotes, la qualité des pilotes, évidemment, mais quels outils tu as comment t'expliquer tu parlais d'entreprise. L'entreprise, quand tu veux progresser, tu peux faire des levées de fonds, tu peux investir dans du marketing, tu peux recruter, etc. Là, tu es quand même un peu limité. Si tu as planté, si tu pensais arriver 3e et que tu es arrivé 5e, qu'est-ce qui va changer au 1er février, au 1er mars pour s'améliorer en fait. La technique, je veux bien, mais c'est tellement long. Tu peux pas dire allez, en 2 mois on change de moteur. Comment ça ça dépend si. Je suis désolé, mais il n'y a pas une réponse. Enfin, moi je trouve pas. C'est compliqué. C'est une question compliquée. La réponse est forcément compliquée, mais il faut réfléchir à sur quoi. C'est quoi se planter. Se planter. Si c'est se planter, si on est 5e alors qu'on pensait être 2e, on s'est planté. Si on est 5e, mais qu'effectivement on visait plus ou moins d'être 5e parce qu'on a fait des choix. À ce moment-là, ces choix, il faut les assumer et il faut espérer que les choix, ils ont été faits pour de bonnes raisons. Je vous donne un exemple très concret. Le moteur qui est aujourd'hui exploité par Alpine, c'est un moteur qui a 3 ans. C'est un choix qui a été fait avec le comité exécutif de Renault, d'économie, mais également de gestion des ressources essentiellement sur la partie châssis, parce que c'était surtout sur la partie châssis qu'on avait un déficit. Et ça marche. On voit que le châssis, il est bien meilleur cette année qu'il était l'année dernière, qu'il était l'année d'avant. C'est les gains marginaux, les gains incrémentaux dont je parlais tout à l'heure, ça marche. Et on avait décidé de tout concentrer sur le moteur de 2022, donc le moteur de l'année prochaine. Bon, moi, je suis plus chez Renault F1 ou chez Alpine pour vous dire ce qu'il en est, mais c'est un choix, c'est une stratégie. Donc pour moi, que à Monza, circuit moteur, Alpine n'ait pas fait un bon résultat, c'est tout à fait normal. C'est une décision qu'on a prise il y a 1 an et demi. Il faut pas la regretter aujourd'hui. Il faudra regretter ça si le moteur n'est pas au niveau l'année prochaine, mais c'est trop tôt pour le juger. Donc c'est pour ça que je dis que il faut nuancer. En fait, toute la difficulté, pareil dans le rôle de leader d'une équipe de Formule 1, c'est le discernement. C'est de décerner le vrai bon résultat et le vrai mauvais résultat, et de réagir sur la base avec discernement. C'est-à-dire, est-ce que finalement le résultat il s'explique de l'échec de l'équipe, de l'échec de la stratégie, ou uniquement des décisions qui ont été prises, mais c'est parce que ce sont des bonnes décisions et qui se paieront dans les années qui viennent. Voilà. Et ça fait partie du rôle qui est compliqué parce qu'il y a une pression du court terme et une pression, encore une fois, très forte de gens qui comprennent, aussi parfois de gens qui comprennent moins les choix qui sont faits. Et donc, on est en permanence dans un processus pédagogique pour finalement acheter de la stabilité, qui est un facteur important. Les 2 écuries les plus successful en Formule 1, Mercedes et Red Bull, c'est les équipes les plus stables. Il n'y a pas toutes les 5 minutes des changements de patron d'équipe, etc. Alors évidemment, comme elles sont successful, elles sont stables, mais elles sont aussi stables parce qu'elles sont successful. Ça, c'est important. Voilà. Red Bull n'a eu qu'un seul team principal, c'est Christian Horner, y compris quand ils étaient absolument nowhere pendant les 5 premières années. Donc ça, il faut s'en souvenir et ne pas céder à l'urgence court-termiste d'être dans l'hyper-réaction sans discernement. En fait, cette culture du résultat, c'est une pression
qui viennent de beaucoup de choses, qui vient effectivement, tu parlais du comité exécutif, de la hiérarchie, peut-être de la panne, évidemment de la piste, des médias. Quand vous avez, je sais pas, vous déplacez, on va en reparler, je sais pas, à 100 personnes, et vous me parlez de 1200, ça veut dire que pendant que les courses se déroulent, il y a quand même 900 personnes qui vont bosser pour améliorer des choses, pour voilà. Et vous allez faire enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que vous terminez une course, comment vous enclenchez, c'est ça qui c'est compliqué de comprendre, comment vous enclenchez, comment vous améliorez en fait. Si tu veux, n'importe quel sport, tu as le briefing, le débriefing. Bien sûr. Mais là, il y a tellement de paramètres. Crois-moi que les briefings et les débriefings, c'est des heures et des heures et des heures. Et ça, voilà, ça c'est... l'épisode qui sort en ce moment, c'est Henri Lecomte, quand il a... Enfin, à l'époque, même quand Federer perd, quand Federer perd, bon... Il y a le coach qui va lui en parler, le match commence à se dérouler, mais il ne va pas aller appeler le fabricant de la raquette pour dire, etc. Vous, il y a tellement de paramètres, c'est très compliqué, quoi. Ça peut là encore, discernement. C'est-à-dire le discernement entre le bon résultat et du mauvais résultat, et le discernement entre dans les ordres de grandeur, entre toutes les informations. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le traitement des datas. Hein. Tout le monde, on est dans une économie de la data, du numérique, de l'intelligence artificielle, et trouver une façon je dirais d'automatiser, d'accélérer le traitement de l'information pour se focaliser sur ce qui est pertinent. Entre deux courses, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, s'il y a eu des problèmes de fiabilité, à l'ordre 1, c'est de les gérer, pour pas avoir une deuxième fois un problème. À l'ordre 2, ensuite, si on a des éléments, on était particulièrement décalé en termes de performance par rapport à là où on aurait voulu être, c'est de passer beaucoup plus de temps dans le post-mortem et donc analyser pourquoi la performance elle a été décalée. Et d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est vraiment mieux que ce qu'on pensait ou moins bien que ce qu'on pensait, ce qu'on n'aime pas en Formule 1, c'est l'écart par rapport à ce qui est attendu. C'est-à-dire quand on va dans un Grand Prix, tu parlais du débrief, mais ce qui est tout aussi important, c'est la simulation avant la course. Et de s'assurer que finalement, pendant la course, pendant le Grand Prix, on est en ligne avec ce que la simulation disait. Ça, c'est fondamental parce que, et on pourrait se dire que si on est mieux, tant mieux. Non. Parce que qu'on soit mieux ou qu'on soit plus mauvais que ce qu'on attendait, ça veut dire que nos simulations ne sont pas bonnes. Ce qu'on appelle, elles ne corrèlent pas bien. Ça veut dire que finalement, on a une mauvaise compréhension de notre voiture ou de notre moteur, de l'aéro, etc. Enfin, généralement, c'est plutôt des problématiques aérodynamiques et donc des setups. Et je dirais, à très court terme, ce qu'on peut surtout améliorer, c'est les setups de la voiture pour s'adapter à un circuit. Et ça, on ne peut le faire bien que si on comprend parfaitement bien la voiture. Et justement, c'est pour ça qu'on est preneur de tout élément qui démontrerait qu'on ne comprend pas bien la voiture, notamment les écarts par rapport à ce qu'on s'attend en matière de performance. Donc ça, c'est sur les setups, c'est les réglages de la voiture. Et puis, il y a des évolutions assez régulières à la voiture qui sont planifiées. C'est-à-dire qu'on fait très, très rarement, on est en mesure de faire une évolution d'une course à l'autre de pièces, parce que ça prend du temps. Les cycles de développement sont de quelques semaines, mais c'est quand même quelques semaines. Donc en quelques semaines, il y a quand même au rythme de 22 Grands Prix par saison, il y a plusieurs Grands Prix qui se courent. Donc si on attend d'avoir une information à un Grand Prix pour faire une nouvelle pièce, ça peut attendre 5 à 6 Grands Prix. Et pendant 5 à 6 Grands Prix, il faut assumer les conséquences sur les résultats. Et encore une fois, le discernement également doit inviter à limiter les ressources que l'on consomme sur la voiture en cours et à surtout se concentrer sur les voitures de l'année suivante, voire même de l'année d'après, parce que c'est là que l'impact à ressources données sera important. Mais encore une fois, ça nécessite d'assumer la pression des résultats sur le court terme. Quand la saison des Grands Prix commence, c'est comme dirait l'autre, ton boulot de tous les jours. C'est vraiment que tu fais plus que ça, tu vas parce que là il y a quand même 22 Grands Prix. Vous êtes là. Enfin, quelle est ta vie familiale, etc. pendant cette période-là ? Elle est effectivement très très dictée par ça. On peut se permettre d'arriver un peu plus tard. Prix, on peut se permettre d'arriver un peu plus tard que les équipes parce que les équipes en gros elles arrivent en un peu 3 phases, 3 vagues. Il y a ceux qui arrivent très tôt, qui montent le stand parce qu'on part de quasiment rien, donc monte le stand, l'hospitality, etc. Monte la voiture qui arrive en pause. Si je la fais courte, elle n'arrive pas à monter, donc faut monter la voiture à chaque fois. Donc il y a ceux qui arrivent pour monter le stand, ceux qui arrivent pour monter la voiture, et puis après le management, etc. Donc j'avais la chance de faire partie de la 3e vague, sans effectivement c'est un autre contexte de vague, et donc
pouvait se permettre d'arriver le jeudi, pas plus tard que le jeudi. Mais donc effectivement, on part le jeudi, on revient dimanche ou lundi en fonction. Donc c'est déjà 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 ou 5 jours. Les pilotes peuvent arriver un jour plus tôt, peuvent arriver le mercredi ou le jeudi en fonction. Mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, tu t'entraînes pas en plus. C'est assez limité. La F1 est remplie, tu en parlais tout à l'heure, de rites. Parmi les rites, il y a toutes les séances de meeting, de briefing, reconnaissance de la piste. Alors on fait un briefing car build sur la fabrication de la voiture. Quelle est la nomenclature de la voiture pour chaque Grand Prix? Quels vont être les enjeux de performance, les enjeux de fiabilité, les enjeux autour des pneus, les enjeux stratégiques, les vérifications des liaisons, toutes les liaisons techniques avec l'usine, avec la voiture, etc. Bref, chaque journée avant la course est complètement constellée de meetings qui permettent de s'assurer que tout sera OK, tous les voyants seront ouverts au moment où la voiture devra sortir. C'est vraiment de l'excellence opérationnelle, de l'excellence dans l'exécution, et pour ça, il y a rien de mieux que la préparation, que l'entraînement, que le rituel qui permettent à chaque équipe, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, parce que voilà, c'est quelque chose presque que je regrette un peu, c'est qu'il y a de l'admiration en ce moment pour, c'est même plus pour Red Bull et pour Mercedes, c'est pour Max et Lewis, mais j'ai envie de dire, les 10 écuries multipliées par à peu près 700 personnes en moyenne qui travaillent dans une écurie, parce qu'il y en a qui sont à 1600, il y en a qui sont à 300, donc voilà, c'est 7000 personnes. Elles sont quand même toutes exemplaires. Et certes, effectivement, il peut y avoir peut-être 1 seconde et demie ou 2 secondes entre Mercedes et puis la dernière, mais même Haas fait un boulot extraordinaire à ce niveau dans la compétition. Et ça, c'est un peu dommage. Et peut-être on en reparlera. Quelque chose comme Netflix et Drive to Survive a permis effectivement de soulever le voile de beaucoup de choses, de la pression, de quelques personnalités, etc. dans le sport, mais surtout. Enfin, ça a aidé Haas, ça a aidé Gunther. Oui, c'est ça. Gunther, il a l'air bonnard. Je sais pas si comme ça dans la vie. Mais ça illustre également l'excellence. Ça illustre, l'engagement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que Haas, un peu, c'est des rigolos, c'est des tocards, etc. Non. Le niveau moyen des mecs chez Haas et le niveau moyen des mecs chez Mercedes, il est quasiment comparable. Mais pourtant, en piste, c'est la différence entre le premier et le dernier. C'est la gratitude du sport, mais c'est aussi la beauté de ce sport. Tu disais, la voiture, elle arrive complètement en pièces détachées, quasiment. Enfin, je pense que ça doit être fait de façon intelligente. Oui. Évidemment. Mais même quand vous n'allez pas trop loin, quand vous allez en Allemagne ou quand vous allez en France, en fait, la voiture peut être dans un camion, plus assemblée dans un camion, mais en fait, maintenant, on la démonte quand même en piste parce que ça permet de faire gagner du temps à l'usine. Donc, elle vient en avion cargo quand c'est à l'autre bout du monde. Alors, elle vient en avion cargo démontée quand c'est à l'autre bout du monde, et puis il y avait des équipes qui la transportaient montée avec une entretoise à la place du moteur, parce qu'il faut savoir que le moteur, c'est le moteur qui tient la voiture en place. Puisque le moteur, il est entre le châssis et la boîte de vitesse. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de voiture. On appelle ça un moteur structurel. Et donc, il y avait, il y a quelques temps, des écuries qui transportaient la voiture comme ça. Maintenant, la plupart des écuries démontent complètement la voiture, ce qui permet de renvoyer les pièces détachées, en fait, de gagner du temps dans le flux logistique et d'optimiser le flux logistique, d'avoir des pièces qui retournent à l'usine, d'avoir des pièces qui vont au prochain Grand Prix. Parfois des pièces qui vont en analyse chez des sous-traitants. Parfois, nous, par exemple, on avait des moteurs qui allaient directement chez notre partenaire Mecachrome. Donc voilà, on est en permanence en train de monter, de démonter la voiture, et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent beaucoup plus tôt, et que effectivement, pilote ou management, on avait le luxe d'arriver un petit peu plus tard, c'est-à-dire en général le jeudi. Mais c'est des avions à vous ou c'est des avions commerciaux ? Non, les avions, c'est des avions affrétés par la Formule 1 et qui transportent l'ensemble du flux logistique de la F1. Ah, c'est-à-dire que toutes les voitures voyagent à peu près dans les mêmes avions. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Exactement. Pas dans les mêmes camions, c'est-à-dire qu'on a 2 types de grands prix. On a des grands prix auxquels on se rend, les hommes et le matériel, en avion. Des grands prix européens sur lesquels on se rend tous dans des camions. Alors nos camions nous sont propres à nos couleurs, etc. En revanche, dès qu'on est dans du fret, ce qu'on appelle du fret aérien, c'est des vols à affréter pour l'ensemble de la Formule 1. Et vous, quand vous arrivez plus tard, vous êtes combien à peu près ? Une centaine ? On est au total pour les grosses équipes une centaine de personnes. C'est 60 personnes opérationnelles maximum par règlement, plus après l'ensemble de l'encadrement, les fonctions type et marketing, communication. Et vous commerciaux, alors soit on déplace en train, en voiture en Europe, quand c'est à peu près, ou effectivement en avion, mais en avion commerciaux, tout à fait normaux, quoi. Il y a effectivement des écuries plus dispendieuses en jet, oui, business. Il y en a qui sont effectivement en jet, mais bon,
bref, voilà, chaque écurie avait ses moyens, mais enfin, il y a rien de très innovant. On n'avait pas encore inventé la fusée, mais ça viendra peut-être. Quelle relation vous avez avec les pilotes, dans le sens où, malheureusement, assez souvent, le pilote est contraint d'arrêter parce que il a fait une erreur, il est rentré dans quelqu'un, donc c'est sa faute. La voiture a cassé. C'est la faute de qui, enfin, peu importe. À un moment, il est en pleine lancée, la voiture casse. Quelle relation est-ce qu'il y a des vous l'acceptez tous ensemble, il peut y avoir des tensions. C'est un sport de. Tu disais à un moment, certains côtés de ce sport manquent d'élégance. Tu dis ça, moi ? Oui, il me semble, je l'ai lu. Je devais avoir quelque chose en tête, mais je pense pas que ça soit. Non, je pense que ça, au contraire, c'est plutôt élégant. Je pense que c'est assez admis qu'on ait une équipe. En tout cas, sur les reportages, de temps en temps, c'est assez tendu entre les écuries, par contre. Ah bah oui, non, mais entre les écuries, on est prêt à tout. Je veux dire, c'est un environnement ultra compétitif où on a Alors tous je pense envie que de gagner. c'est là que tu disais, oui, ça peut manquer d'élégance entre les écuries. Peut-être, mais effectivement. C'est pas le terme, c'est pas tout le temps sport, parce qu'on se dit il faut être sport. J'ai pas l'impression qu'entre les écuries, c'est souvent sport. Est-ce que tous les coups sont permis ? C'est un peu ça finalement la question. Et, en gros, oui. En gros, oui. Et est-ce qu'il faut s'en désoler ou au contraire l'accepter ? Et puis, c'est difficile de ne pas le glorifier si on s'en désole pas. En fait, c'est un peu ça la difficulté. Mais en même temps, il faut pas être naïf. Il faut pas être naïf. On est que des ultra compétiteurs, sinon on n'a juste pas sa place là. Et d'ailleurs, peut-être que j'avais pas ma place là parce que je suis pas suffisamment compétiteur. De toute façon, c'est le principe même de cette course-là, c'est de dire il faut prendre la place de l'autre. Ouais, alors après la question c'est est-ce que je prends la place de l'autre parce que je suis meilleur que lui ou parce que je fais en sorte qu'il trébuche. Et je pense que c'est peut-être moi ma ligne rouge et qui au-delà d'une ligne rouge qui est ma propre limitation, c'est que mais ça c'est les joueurs de poker le savent bien, c'est pré-flop, il faut éliminer le plus d'adversaires avant qu'on distribue les cartes et c'est un peu ça, il faut arriver à affaiblir des adversaires avant que la compétition commence. Et je pense que c'est typiquement moi ça quelque chose qui juste m'emmerde. Enfin, c'est pas mon truc. C'est juste pas mon truc. Et je pense qu'il y en a qui sont bien plus forts que moi à ça. Et ça fait partie du sport, complètement. Donc, je pense que c'est à ça que je faisais référence à l'époque. Mais après, une extension de ceci, c'est aussi le règlement, encore une fois. Et ça, pour le coup, c'est une nécessité. C'est-à-dire être capable de faire du lobbying auprès du régulateur pour que le règlement vous favorise. Ça fait complètement partie du sport. Mais en tant que Français, on ne sait pas très bien le faire. Les Français ne sont pas les meilleurs au lobby, contrairement aux anglo-saxons. Et quand même, la Formule 1 est un environnement d'anglo-saxons, notamment pour cet aspect-là. Mais en tout cas, pour revenir à ta question sur les pilotes, non, je pense que les pilotes, c'est des professionnels. Et sauf situation extrême, on accepte. Et les situations extrêmes, c'est surtout des répétitions de la même chose. Effectivement, il y a eu une période où le moteur Renault était vraiment pas fiable. Et en plus, on était dans cette relation compliquée avec Red Bull, 2014. Alors, ils ont eu 4 titres avec Renault, voire même grâce à Renault, parce que c'est vraiment Renault qui a élaboré le concept de moteur que l'on utilise comme générateur d'aérodynamique. Donc vraiment les 4 titres, ils sont liés à ça, même si ça bossait bien ensemble, la voiture d'Adrian Newey était bonne, Vettel était bon, etc. Si Renault n'avait pas pensé à cette astuce-là, ils n'auraient pas eu ces titres-là, en tout cas les premiers. Bon, mais quand ça se met à perdre, tout d'un coup, le torchon brûle, comme effectivement la presse l'écrivait à cette époque, et il y avait des répétitions de casse. C'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu chez Renault à cette époque-là, parce que j'en étais parti. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il est compréhensible que entre Red Bull, écurie de pointe, et puis Renault, fournisseur, qui a un produit qui fonctionne juste pas, que les choses soient compliquées, qu'entre les pilotes et Red Bull, du coup, c'est compliqué, donc ça a des répercussions. Les sponsors, ça peut être compliqué, ça a des répercussions importantes. Voilà. Mais sinon, c'est aussi la raison pour laquelle on se sentait pas à l'aise dans ce positionnement de n'être que motoriste. Parce que quand on est motoriste, il y a immédiatement un antagonisme qui se crée entre le fournisseur moteur et le client du moteur. Donc, or, quand on est une écurie complètement intégrée, ça peut merder, on peut avoir un problème de fiabilité, il peut y avoir une défaillance moteur, il peut y avoir un problème pilote une fois, mais on est une seule équipe. Et je pense que c'est pas pour rien que Mercedes aussi, dans cette nouvelle ère de la Formule 1, a été aussi victorieux, c'est parce que c'est une équipe complètement intégrée, certes sur 2 sites, mais complètement intégrée. Mais cette équipe est hermétique, c'est-à-dire que, encore une fois,
tu casses une pièce où il y a une faille sur un Grand Prix. La fois d'après, vous essayez de le résoudre. Il y a la même panne. Est-ce que le pilote, parce que bon, il y a quand même le championnat des constructeurs, et le championnat des pilotes. Est-ce que à un moment, le pilote peut vous dire putain merde les gars, voilà. Et toi derrière, vous avez tout réglé, etc. Il fait une connerie, il fait un touche-touche avec un autre, les deux voitures pètent, ça s'arrête. Tu dis putain merde, on était bon quoi. Bah oui, mais ça c'est. Mais après, ça s'arrête là ? Bah oui, ça s'arrête là parce que. Donc c'est tout. Enfin, sauf si ça s'arrête pas là, mais ça fait partie du rôle du manager de faire en sorte que ça s'arrête là. Voilà, on a eu, hein, on a abandonné l'année dernière pour 2 fois la même cause. Alors on a eu de la chance de mémoire, ça a pas touché le même pilote, ça a touché un pilote puis l'autre pilote. Bon, il faut gérer, mais il faut être capable effectivement de rassurer le pilote, mais tout le monde autour. Que je veux dire, ça va pas arriver une 3e fois, mais ça n'est pas arrivé une 3e fois. Tu parlais de la réglementation. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être hyper pénalisantes, qui peuvent, à un moment, tu parles de lobbying. Je sais pas moi, l'histoire des pneus ou par exemple l'aérodynamisme, etc. Ça peut à un moment favoriser énormément et vous pénaliser. Quel est le recours que vous pouvez avoir ? Bah, c'est du recours sur du temps long. Hein. J'ai eu des exemples évidemment très très concrets, mais c'est difficile juste parce qu'on se sent pénalisé à une course, la course d'après, d'avoir été capable de faire infléchir le règlement. J'ai par exemple en tête pendant plusieurs années Red Bull, que ce soit parce qu'ils étaient motorisés Renault ou motorisés Honda, savaient pertinemment qu'ils étaient qui dérouillaient en qualification par rapport au moteur Mercedes qui avait des modes qualif extraordinaires. Ils ont mis, et ça c'est vraiment quelque chose que je reconnais à Christian Horner, c'est sa ténacité, sa capacité à convaincre. Plusieurs années, il a attaqué tout le monde, en coup de boutoir quoi. La FIA, donc le régulateur, le promoteur, etc. en disant il faut interdire les modes qualif, il faut interdire les modes qualif, il faut interdire les modes qualif. Alors, au bout de 2-3 ans, à Spa 2020, les modes qualif ont été interdits. Et ça, c'est quoi les modes qualif ? C'est-à-dire, c'était d'être capable d'utiliser le moteur avec des modes différents, c'est-à-dire de changer le mode de fonctionnement du moteur entre la qualif et la course. La TD qui est passée, la Technical Directive, c'est que le mode que vous utilisez en début de qualif doit s'appliquer pour l'ensemble du reste du week-end, donc y compris les 300 km de course. Or, Mercedes avait été très bon à développer des modes qui endommageaient beaucoup plus le moteur, donc on pouvait utiliser sur quelques tours, et ensuite revenir à des modes beaucoup plus standards pour le reste de la course. Mais en interdisant le changement de mode, de fait, hybrider le fonctionnement le du changement moteur de mode, Mercedes. il se fait dans le paddock. Ouais, non, mais c'est pas sur le volant. Si, c'est sur le volant, mais c'est complètement réglementaire. Hein. C'est pas du tout une tricherie de la part de qui que ce soit. Mais pour donner un exemple, voilà, d'un point de règlement qui handicapait Red Bull et qui a avantagé entre guillemets Mercedes, même si Mercedes avait fait le boulot qu'il fallait pour s'engouffrer là-dedans, ça a mis plusieurs années, mais Horner a été capable au bout d'un moment d'avoir gain de cause et de convaincre l'ensemble des régulateurs de faire évoluer ce point de règlement par l'intermédiaire en plus d'une technical directive qui n'avait pas besoin d'être approuvée par Mercedes parce que sinon évidemment Mercedes n'aurait jamais voté la perte d'un avantage concurrentiel. Donc ça, je trouve ça assez admirable, la ténacité. On parlait de stabilité tout à l'heure. C'est-à-dire, pareil, Horner, il a été capable d'avoir cette insistance parce que c'est un compétiteur, et ce que je reconnais vraiment, plus que la plupart des patrons d'équipe. Mais également, il y a cette stabilité dans l'organigramme de Red Bull qui a fait qu'il a mené ce combat sur plusieurs années. Mais c'est un combat qu'il a gagné à la fin. Les pilotes... ils sont assez jeunes souvent. Tu prends un Verstappen par exemple. Ça peut très vite leur monter à la tête. Je veux dire, c'est vraiment des stars. C'est quoi ? Disons que c'est c'est des environnements très très médiatisés. Mais au-delà de ça, c'est des environnements où tout vous prend en main sur tous les aspects. Donc tout d'un coup, votre vie est entièrement gérée par d'autres. C'est beaucoup d'argent aussi. Il y a beaucoup d'argent, mais je ne sais pas si c'est l'argent, parce que je pense que cet argent, au risque de choquer, il est assez virtuel. J'ai envie de dire, même les pilotes de Formule 1, ils n'ont même pas vraiment le temps de dépenser leur argent. C'est-à-dire que leur vie est tellement prise en charge, gérée. Encore une fois, des saisons 22 Grands Prix, ça commence en février avec les essais hivernaux, ça se termine mi-décembre.
Ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent dépenser toutes leurs économies autour de Noël. Ils peuvent pas. Donc, en plus, cet argent, il a un côté assez virtuel. Donc, je pense pas que ce soit vraiment l'argent qui est. Je pense que c'est potentiellement, cet environnement très médiatisé d'un côté. Or, ceci étant dit, il y a des gens qui sont plus médiatisés qu'eux et qui en font moins. Donc, je pense que la médiatisation, d'une certaine façon, elle est devenue beaucoup plus accessible. Non, c'est plutôt le fait que la vie soit complètement gérée. Logistiquement, en permanence, etc., qui fait que ça contribue à faire des gens qui sont un petit peu hors sol, en dehors du monde. Mais le contrepoint de ça, c'est que ça leur permet de se concentrer sur eux-mêmes et sur leur propre performance. Donc je trouve pas ça non plus complètement excessif. Bon, on peut discuter les sommes, etc. Bon, il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme des réglementations des salaires. Elles sont pas plus, elles sont importantes, mais dans le golf ou dans le foot, Il pourrait y avoir des systèmes. Moi, je suis assez, comme j'ai beaucoup poussé pour le budget cap. De la même façon, je poussais pas mal pour un salary cap, une enveloppe maximum de paiement pour payer les pilotes. Bon, mais voilà, ça reste des gens qui ensuite, dans le cadre du boulot, sont forcément accessibles, déterminés, concentrés, professionnels. Alors chacun avec leurs forces et leurs faiblesses, avec parfois certaines limitations, mais c'est des limitations personnelles. En tout cas, ils ont chacun, ils sont très entiers dans leur façon de faire leur boulot. Le financement, tu en parlais tout à l'heure en deux mots. Le financement, évidemment, quand tu es Renault, tu amènes plein de choses, mais l'argent vient d'où ? Plutôt des sponsors, plutôt des entrées, plutôt de de la pub télé. C'est compliqué les grandes sources de le financement. Gros, à peu près. En gros, il y a 4 grandes sources de financement. Si je fais un peu simple, il y a constructeurs. Alors c'est pas les plus gros. La plus grosse source de financement, finalement, c'est ce qu'on appelle les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui organisent des grands prix et qui font, qui payent des montants importants pour que la Formule 1 vienne sur ces grands prix. Donc c'est en France, le Grand Prix de France, qui est un GIP. Les fédérations, ce sont des fédérations ? Non, ce ne sont pas des fédérations, ce sont souvent des... Alors, ça pourrait être des fédérations, mais ça fait longtemps que ce ne sont plus des fédérations. En France, il y a eu le Grand Prix de France de Manicourt qui a été organisé, cofinancé par la fédération, mais ça a été... ça a été compliqué parce que c'est compliqué de faire fonctionner l'équation économique est difficile à faire tenir. Donc, du coup, si le Grand Prix est déficitaire, c'est la fédération qui devient déficitaire. Donc, non, généralement, ce ne sont pas des fédérations. Généralement, ce sont des promoteurs privés qui organisent les Grands Prix, qui payent un montant fixe à la Formule 1 pour que la Formule 1 vienne, et eux vendent la billetterie, vendent de l'hospitality, etc., etc. Donc, ça, c'est les promoteurs, première source de financement. Deuxième source de financement, c'est les télés. Qui achètent les droits pour retransmettre, récemment avec des nouvelles types de plateformes, type Netflix, mais également les gens qui veulent streamer la Formule 1 on demand ou acheter les chronos, etc. C'est une nouvelle source de revenus pour suivre la Formule 1. La troisième source de financement, c'est les sponsors, de manière générale. Historiquement, il y avait les cigarettiers, puis les pétroliers, puis les services financiers. Et ça a été une des difficultés de la Formule 1, c'est que les cigarettiers ont disparu. Les services financiers, avec la crise de 2008, ont disparu. Ils sont en train d'être remplacés par des géants de la tech, notamment des géants de la crypto. Cette année, ça a été un marqueur très important avec tous les grands de la crypto qui se mettent à vouloir financer la Formule 1. Et puis, au sein des sponsors, il y a une catégorie particulière de sponsors qui sont évidemment les constructeurs automobiles. Mais ce ne sont pas les plus grands financeurs de la Formule 1, loin de là, même si évidemment à titre individuel, oui, mais par classe, je dirais, de sponsors, pas vraiment. Si on revient sur le calendrier, 22 Grands Prix, tu disais, ils n'ont même pas le temps de dépenser de l'argent, c'est-à-dire qu'entre deux, il y a un peu une phase d'arrivée, une phase de départ, le repos, etc. Comment ils progressent ? Comment vous progressez tous ? Sachant que je crois les entraînements sont limités, il me semble. Ouais. Comment vous progressez les essais, il y a les simulateurs, tout ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les essais sont interdits. Réduction des coûts. Pourquoi ? Donc en 2000, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est 2009. On a interdit les essais in season. Ensuite, ils reviennent par quelques jours, mais qui sont ouverts à toutes les équipes. Ils sont interdits parce que ça coûte cher de faire rouler une Formule 1. Le coût kilométrique d'une Formule 1 est juste délirant. C'est le coût kilométrique d'une navette spatiale. Enfin, ça se mesure pas comme ça. Ça coûte très cher. Combien de litres, tu sais Ah non, mais je parlais même pas sur la consommation. On n'en est pas là. Mais c'est l'ensemble, je dirais, de la logistique, des consommables, des pneus. Même l'essence, ça doit être énorme.
L'essence, c'est à peu près 40-50 litres au 100 là, de mémoire. Ah oui, pas beaucoup, oui, c'est pas... Enfin, c'est 300 km, hein, je dis une bêtise, c'est 300 km un Grand Par Prix. contre, c'est pas de l'essence, c'est quoi comme genre d'essence? Ça sera non, c'est de l'essence compatible avec de l'essence ordinaire, avec quelques additifs, voilà, et qui sera le 10 à partir de l'année prochaine, donc avec 10% de biocarburant, et donc 300 km, et on fait ça avec 110 litres. C'est pas très long non plus. Donc voilà, donc c'est à peu près 40 litres au 100. Alors c'est 40 kilos qu'il faut convertir en litres, mais enfin bon, on va arrêter les détails. Bref, non, ça coûte quand même très très cher, toute la logistique associée, le personnel dont on parlait tout à l'heure pour faire venir aux essais, etc. Donc interdiction des essais privés. En revanche, on augmente un peu les essais libres pendant les week-ends, et puis on fait des essais pour toutes les écuries, pour partager également les coûts de location des circuits et pour essayer de faire un truc plus égalitaire. Mais typique Formule 1, en Formule 1, c'est comme un ballon d'air, c'est-à-dire que vous prenez un ballon, vous squeezez, vous serrez d'un côté l'air du ballon, toute l'air va de l'autre côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les économies qui ont été générées, théoriques, qui auraient dû être générées en interdisant les essais libres, les essais privés, sont basculés sur les côtés simulateurs, c'est-à-dire que toutes les grandes écuries qui ont beaucoup de financement se sont pas mises à faire des économies, mais ont dépensé l'argent qu'elles dépensaient pour faire des essais à faire de la technologie et à faire des simulateurs extraordinaires. Initialement, c'était pas pour sauvegarder un peu les petites écuries qui n'ont pas les moyens? Si, mais ce que je dis, c'est que les écuries qui n'ont pas les moyens, alors on leur a effectivement réduit des coûts, mais on leur a couper également des opportunités de financement, parce que les écuries, souvent, elles faisaient tourner des pilotes qui achetaient des essais, etc. Et donc, en fait, finalement, les essais privés, c'était des opportunités de financement pour les petites écuries. Donc, ils n'ont plus les coûts, mais elles n'ont plus les revenus non plus. Et en revanche, les grosses écuries, étant donné qu'elles n'ont pas besoin de faire des économies, elles ont basculé ça dans des énormes simulateurs que ne pouvaient pas se permettre des petites écuries. Donc, finalement, quand on interdit les essais en saison, typiquement, on croit faire quelque chose de bien pour les petites écuries, mais en fait, on favorise les grosses écuries grâce aux moyens qu'elles sont capables de financer elles-mêmes. Vous partiez avec combien de voitures? C'est-à-dire, je comprends pas. Enfin, quand tu vas dans un pays, tu as combien de voitures? Tu as deux voitures. Voilà. Tu as deux voitures. Donc, si mais tu casses évidemment, tu as un troisième châssis, tu as un châssis spare, et tu as de quoi toujours reconstruire une voiture à deux voitures. C'est-à-dire que si vraiment tu détruis complètement ta voiture, normalement, tu es capable pendant les essais, tu es capable de la reconstruire dans la nuit du vendredi à samedi. Voilà, normalement. Après, il peut toujours te manquer deux, trois bricoles, mais normalement, c'est la règle. Après, tu peux définir ton niveau de risque. Et le simulateur, la question est con peut-être, mais c'est très très loin de ce qu'on voit aujourd'hui sur les jeux vidéo quasiment, ou c'est il y a un modèle qui est un modèle quasiment du commerce, qui s'appelle Air Factor, qui est un modèle de simulation véhicule qui est quasiment accessible à n'importe qui est un peu plus optimisé que ce qu'il y aurait dans un Xbox, dans une Xbox ou une PlayStation. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ensuite chaque écurie va faire évoluer le modèle de simulation pour le rendre le plus près possible de la réalité et puis de la réalité de sa voiture. Par exemple, là où il y a le plus de recherche, parce que le modèle dynamique d'une voiture, c'est très facile. Voilà. Vous rentrez des paramètres, le poids, la traînée, l'appui aéro, la puissance, la courbe de puissance, etc. Et puis un truc qui vous simule globalement le machin, n'importe qui peut le faire. Y compris la panne, tu peux simuler la panne, tu peux tout faire. Oui, bien sûr. Après, là où ça devient plus compliqué, c'est quand on commence à rajouter les pneus. Alors les pneus, parce que les pneus, ils n'ont pas un comportement linéaire, ils ont un comportement qui est fonction de la température. Donc un modèle thermique de comportement du pneu, ça devient très compliqué. Autre exemple, c'est la simulation du circuit. Les bosses du circuit, les vibreurs du circuit, la granulométrie du tarmac. Ouais, tu commences à avoir peur. Voilà, c'est le genre de choses que les voitures, les écuries les plus grosses sont capables de faire. C'est-à-dire qu'elles envoient pendant l'hiver des gens faire des relevés sur les circuits pour millimétrer les vibreurs, pour millimétrer la granulométrie du tarmac, de sorte à avoir un modèle piste et un modèle pneumatique qui soit le plus proche possible de la réalité, pour qu'on sache réellement le niveau de grippe mécanique qu'on peut attendre de la voiture sur son tracé. Et ce débriefing après le simulateur, qui le fait? Vous le faites tous ensemble? Parce que j'ai l'impression que c'est surtout le pilote, parce que c'est lui qui conduit la voiture. Bien sûr. Mais effectivement, on a des modèles de recalage des données, c'est-à-dire qu'on regarde les données d'acquisition au simulateur, les données d'acquisition de la voiture en piste, et on regarde si les deux se superposent. C'est pour ça tout à l'heure je te parlais je vais essayer d'expliquer à quel point. Parce que j'entends l'ingénieur parler, c'est ça qui est. C'est pour ça que j'explique. En fait, l'écart est la réalité, que l'écart soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En fait, il n'y a qu'un seul sens, c'est mauvais sens, parce qu'on ne veut pas d'écart à la réalité. On veut s'assurer que nos outils de simulation corrèle bien avec la réalité, parce que c'est ça qui nous donne la confiance qu'on développe la voiture dans la bonne direction.
Sinon, ça veut dire qu'on est en train de développer la voiture dans le noir, dans l'obscurité. Et donc, on sait qu'on manquera notre cible. Je voudrais qu'on parle après, on va terminer sur cette partie-là. Le volant de Prost et le volant d'aujourd'hui, c'est dingue le volant, parce qu'il y a 50 millions de boutons, etc. Ouais. C'est un apprentissage ou c'est compliqué ou ça a l'air compliqué? Alors bon, je pense que si quelqu'un partait de zéro, ça serait compliqué. Si toi et moi on s'y mettait, ça serait très compliqué. Après, les pilotes, encore une fois, on est dans l'évolution incrémentale, c'est-à-dire qu'ils partent d'un volant de kart, puis un volant de Formule Renault, puis un volant de F3, puis de F2, puis de F1. Et à chaque fois, il y a aussi le niveau de complexité de l'ensemble des procédures, y compris sur le volant, qui évolue. Voilà, j'ai vu Fernando là l'hiver dernier. Il a beaucoup travaillé. Quand il est revenu, il avait pris quelques années off et puis il est revenu chez Renault, donc Alpine. Il a mis quelques semaines à se remettre dans le volant. Bon, voilà, il s'est concentré là-dessus. Et puis c'est vrai, quand les pilotes passent d'une écurie à l'autre, comme le design du volant n'est pas exactement le même, c'est la même. C'est les mêmes fonctions, oui, mais voilà. Simplement la disposition des boutons n'est pas exactement la même. Il faut se remettre un petit peu dedans. De toute façon, le simulateur là, par contre, le simulateur là, voilà, ouais. Le simulateur est absolument parfait en ce sens. D'accord. Question simpliste. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne une course? Évidemment, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment un métier d'intelligence, de stratégie. Enfin, il y a le cerveau du pilote, ça c'est sûr. Mais si on joue aux chaises musicales, aujourd'hui, il y a une prédominance Red Bull et Mercedes. Si on prend, par exemple, les deux pilotes, on les met par exemple chez Haas et chez Lotus, chez Williams par exemple. Et si on inverse, tu prends Ocon et je sais pas moi par exemple Ricardo et tu les mets directement, qu'est-ce qui compte le plus en fait? La question est bête. Mais en fait, la question est de savoir si la répartition. C'est une bonne question parce que je l'ai eu quand même très souvent cette question. Ah mais oui. Effectivement, c'est la pondération des différents éléments. C'est-à-dire, en gros, tu as 3 ou 4 éléments en fonction. Tu as le pilote, la voiture, ou alors dans la voiture, tu dis le pilote, le châssis, le moteur, et puis aussi l'équipe d'exploitation, notamment la stratégie. En fait, le vrai sujet, c'est que ça dépend des périodes. Alors, en fait, cette espèce de classification des pondérations, on peut la faire à un instant T, mais elle évolue. Elle évolue en fonction de quoi? Elle évolue en fonction du règlement, d'une part, et aussi de la dispersion entre les différentes équipes. À l'extrême, si toutes les équipes ont exactement la même voiture, en termes de niveau de performance, ce qui va faire la différence, c'est le pilote. Et donc, en fait, plus tu as été dans un régime de règlement stable, et plus les voitures sont proches, et donc plus le pilote a l'importance. Tu vois, tu peux dire par exemple cette année, les voitures ont été assez stables quand même. On est en fin de cycle réglementaire. Le cycle va beaucoup changer, le règlement va beaucoup changer l'année prochaine. Le règlement est très fortement inspiré de celui de l'année dernière. Donc ça veut dire que le niveau de performance intrinsèque des voitures est assez relativement proche les uns des autres, en tout cas plus que ce qu'il n'a été dans le passé. Et donc les pilotes ont plus d'importance cette année que dans les années précédentes. En 2014, autre extrême, bouleversement technologique, arrivée des moteurs hybrides turbo, et là, c'est uniquement le moteur qui fait la différence. Vous mettiez un mauvais pilote, une mauvaise voiture, avec le bon moteur qui, à cette époque-là, voilà, il faut le dire, c'était le Mercedes. C'est-à-dire, ce pilote-là, il était quasiment certain de faire top 10, voire top 5. Et voilà, je citerai personne pour froisser personne. Et voilà, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cet ordre de poids des différents paramètres, il évolue. C'est pour ça qu'il faut être en permanence en train de se poser la question de comment on déploie ses ressources, parce que chaque écurie, elle a un budget limité. Et donc, il faut réfléchir comment on répartit notre budget entre le moteur, le châssis et les pilotes, si je fais très simple. Mais il faut le répartir, pas nécessairement entre la photo qu'on a à l'instant T, mais l'idée que l'on se fait du championnat dans les années qui viennent. Parce que les dépenses que vous allez faire, par exemple, sur le moteur cette année, elles vont surtout impacter un peu l'année prochaine, mais surtout les années qui viennent. Donc c'est pour ça qu'il faut en permanence faut être en permanence en train de faire un mouvement de balayage entre regarder très loin devant et regarder très près. Mais la question, si on la simplifie encore, si on prend les deux qui viennent de gagner le Grand Prix, c'est-à-dire Lewis et Max, par exemple, si on, avec leur voiture qui est numéro 1 et numéro 2 des constructeurs, par exemple, si on les met avec le numéro 10 et numéro 11 des constructeurs,
sur la même course ou le lendemain, on ne parle pas de fatigue, etc., est-ce que le résultat, Bah oui, évidemment, il sera différent. bien sûr, mais est-ce que l'empreinte, la répartition voiture-pilote, Enfin, j'ai pas les données, je les avais l'année dernière, mais je les ai pas cette année. Mais en gros, vous pouvez avoir 1,5 seconde à 2 secondes entre la meilleure voiture et la plus mauvaise voiture. Oui, mais ça dépend du pilote, ça dépend pas que de la voiture, oui. Non, je parle de la voiture. Imaginons la voiture conduite par la même personne. Bah, il peut y avoir, en ce moment, on va dire qu'entre la fenêtre, le spectre, elle est d'une seconde tu prends un et demie. ordinateur qui conduit toute seule la voiture, Et ben, elle, voilà. Ça sera 1,5 seconde, mais on n'a pas besoin que ce soit un ordinateur. Ça peut être la même personne, qui que ce soit. Mais voilà, je pense qu'il y a un écart d'à peu près 1,5 seconde en ce moment entre le meilleur et le plus mauvais, ensemble voiture, c'est-à-dire châssis, moteur. Et le pilote, le meilleur pilote et le plus mauvais pilote, peut-être 1 seconde. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un écart plus important sur la voiture que sur le pilote. Donc dit différemment, vous mettez celui qui a priori est le meilleur pilote, bon, je peux prendre de position, c'est Lewis ou Max ou un autre, et vous le mettez dans la plus mauvaise voiture, il gagnera pas de course. D'accord. Voilà. Mais il va quand même remettre. Voilà, si on met Mazepin dans la Mercedes, je suis pas sûr qu'il fasse la pole. Par contre, en termes de voiture pure et en termes de puissance, si tu prends les voitures, tu les mets au Nouveau-Mexique avec une ligne droite qui fait 30 km, on appuie, les voitures doivent arriver quasiment à la même vitesse. Oui, si c'est une course. En fait, les voitures, elles se différencient surtout en passage, les vitesses en courbe. Voilà, mais sinon en ligne droite. Voilà, en ligne droite, c'est un exercice de puissance pure et de traînée. Mais elles se différencient pas suffisamment pour que ça fasse un écart très sensible, surtout qu'elles peuvent régler leur niveau d'appui, donc leur niveau de traînée. Donc non. Et dans le bon pilote, est-ce qu'il faut être un peu plus, pour être un meilleur pilote, un peu plus barré en fait? Comment t'expliquer? Tu arrives à 250 km/h sur un virage, tu vas freiner 50 mètres avant le virage, mais si tu freines 47 mètres, 48, 47, tu prends évidemment beaucoup plus de risques, mais voilà. Ah bah oui, il faut être barré, quoi. Alors, c'est clairement, oui, il faut être barré à ceci près que c'est pas une course. Si on veut faire un championnat, c'est 21 courses ou 22 courses. Et donc, être barré pendant 22 courses, généralement, au bout d'un moment, on perd des points. Et celui qui sera peut-être un peu moins barré et qui sera plus constant, plus régulier, plus fiable, eh ben, il va marquer un peu plus de points. Ça devient quand même sacrément on est presque plus dans du marathon que dans du sprint. Encore une fois, quand on tu sens quand même une fatigue à la fin du. Oui, tu sens une fatigue quand même à la fin. Il y a l'excitation aussi à la fin du. Je sens une fatigue des équipes, beaucoup. Et les pilotes, je pense qu'effectivement, ils ont encore beaucoup. Ils sont très jeunes, ils sont très encadrés. J'en parlais tout à l'heure. Ils ont la bonne alimentation, le bon staff autour d'eux. Ils voyagent dans des bonnes conditions, etc. Ils ne sont pas nécessairement fatigués physiquement, mais en tout cas, je pense que y a quand même une prime à la régularité dans des championnats qui sont quand même aussi longs que cela. C'est pour ça, je pense que Hamilton qui arrive quand même à revenir, typiquement là, pour parler un peu d'actualité, je pense que c'est aussi une prime aussi à sa régularité. Et puis voilà, mais il faut aussi contrebalancer ça avec l'exploration de la limite. Un exercice de qualification, c'est un exercice pur d'exploration de la limite. Mais je pense qu'il y a un temps pour explorer les limites, et puis il y a un temps pour être dans la régularité. Et typiquement, je pense qu'en course, il ne faut pas chercher à explorer les limites. En qualif, oui, ça paye. En course, je trouve que Max va un peu trop explorer les limites, notamment les limites de la piste, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et ça finit au bout d'un moment par laisser des traces et faire perdre des points. Pourquoi ça casse autant, sachant que c'est une technologie du moi, je trouve ça fascinant que ça casse pas plus, parce que quand je vois ce qu'il y a dedans et quand je vois comment c'est fait. Mais quelle différence avec un pilote de chasse, avec un avion de chasse, c'est très techno quand même. Et on démonte la voiture 2 fois par week-end. Elle arrive en puzzle. Le vendredi soir, elle est en puzzle. On la remonte pour le samedi. Normalement, effectivement, on fait rien entre ça. Donc, imaginez le nombre de erreurs humaines qu'il peut y avoir à chaque phase de montage et de démontage. Moi, j'ai retrouvé ça fascinant qu'il n'y ait pas plus de problème. Alors, il y a des procédures, des détrompeurs ou des anticons, comme on veut. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour éviter les erreurs de montage, de démontage. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis, bon, après, il y a quand même beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui sont validées très rapidement. Effectivement, un avion, vous parlez d'un avion, mais la qualification d'une pièce qui va sur un avion de chasse ou de ligne, c'est des années. Nous, la qualification d'une pièce, ça peut être quelques jours.
Qualification, c'est tout ce qui est le cycle de V, le cycle des décès, de validation, toutes les différentes étapes. Oui, ça concerne qu'une personne. Ça concerne qu'une personne. Oui, mais s'il y a un problème, bien sûr. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que la qualification, elle est faite très rapidement, beaucoup en simulation plutôt qu'en essai réel, parce qu'on est incapable de reproduire des essais réels. Contrairement en avion, vous faites des essais en vol pour qualifier entièrement une pièce, à faire des milliers d'heures qui correspondent à un cycle réel. Nous, on est incapable de reproduire un cycle réel. On essaie de s'en rapprocher le plus possible. Alors je dis on, c'est plus on d'ailleurs, mais en F1... on va passer après au club. Mais en F1, on essaie de se rapprocher le plus du cycle réel, mais on ne fait qu'en s'en approcher. On ne peut pas être réellement dans des conditions réelles. Donc il faut de la simulation. Donc ça veut dire qu'on est dans du plan d'expérience, on est dans l'extrapolation quand même pour la qualification. Avant une course, tu dors mieux avant une course ou après une course ? Je dors très très mal. Enfin, je dormais, encore une fois, c'est plus mon job, mais je dormais effectivement très très mal le dimanche soir. Ça, c'était pire que tout. Donc après la course, le dimanche soir, la nervosité. Tu refais tout le week-end. Tu refais le week-end. Alors quand tu gagnes, quand tu perds, quel que soit le résultat, tu refais tout ce que tu aurais pu faire différemment, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. Non, c'est très compliqué. C'est une gestion de l'adrénaline, de redescendre d'adrénaline qui est compliquée. Et pour autant, dès le lundi matin, faut retourner à l'usine, voir les gars, aller essayer d'aller dans les ateliers, dans les meetings, etc. Et en fait, tu changes complètement de casquette entre le dimanche et le lundi, et sur le plan de l'énergie, sur le plan de la gestion du mental et du stress, c'était un exercice effectivement assez compliqué. Ça fait partie des rares sports quand même, il me semble, où vous êtes ultra connecté. C'est-à-dire que la voiture est connectée avec vous, et vous êtes connecté avec le pilote aussi. Donc vous lui parlez pendant Oui, c'est toi ou c'est Non, c'est pas moi. Non. T'as quelqu'un ? C'est pas le team principal. T'as une chaîne t'as une structure de communication qui est absolument militaire. Encore une fois, je parlais d'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle ne peut se faire qu'avec quand même une discipline et donc une structure de l'organisation, mais également une structure de la communication absolument parfaitement claire. Et donc il y a une seule personne qui est habilitée à parler au pilote. En revanche, à cette personne-là, il y a plusieurs personnes qui sont habilitées, et puis etc. Donc on a plusieurs espèces d'espaces de communication qui interagissent entre eux à travers le plus petit nombre de points de contact. Parce que toi, on te voyait, en fait, vous êtes quand même sur les écrans, vous avez tous les métriques qui remontent de la voiture, etc. Mais par exemple, quand tu vas, il doit choisir ses moments, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement lui parler sur une ligne droite quand il peut un tout petit peu se détendre pendant une seconde, plutôt que si on lui parle pas sur une épingle à cheveux dans lequel il a Max qui est juste derrière, ou je sais pas où. Et vous choisissez les moments ? Comment ? Alors, faut choisir les moments, mais typiquement pas forcément en ligne droite, parce que ça peut être le moment où il y a le plus de bruit en fonction du régime moteur. Donc et paradoxalement, ça peut être plus simple dans une courbe. Donc il y a des points qui sont même convenus, ça va jusque là. C'est-à-dire qu'il y a des points du circuit où il est convenu qu'on peut parler avec le pilote ou pas. Et encore une fois, ça c'est pas le patron de l'équipe, c'est son ingénieur de course, c'est son race engineer. Et effectivement, il y a des zones. Comment tu peux être aussi réceptif ? C'est une habitude. Aussi réceptif à un moment. Il y a plein de paramètres qui arrivent aussi en lui. Bien sûr, il y a énormément de paramètres à gérer. Ça fait partie effectivement du boulot du pilote de gérer la course, l'environnement. Enfin, c'est comme un pianiste. Un pianiste, il se pose pas la question sur quelle touche appuyer. Il est dans l'interprétation. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Il faut gérer d'abord l'instrument, puis la partition, puis l'interprétation. Je pense que ils maîtrisent tellement leur voiture et leur procédure qu'ils sont quand même capables de faire autre chose. Netflix, qu'est-ce que ça t'a amené ? Et alors d'abord, est-ce que c'était authentique quand tu le revois ? C'est un peu romancé. Moi, je vais te décevoir parce que je l'ai pas à peine vu. Donc parler de le revoir pour ça, il faudrait que je parle de le voir. Mais bon, j'en ai tellement entendu parler que je pense que je peux en parler quand même moi-même. Non, déjà, ça a apporté quelque chose d'extraordinaire au sport, c'est de faire mieux comprendre le sport, c'est-à-dire de lever le voile sur finalement ce qui fait la complexité et donc la beauté de ce sport, parce que je pense que le sport se résume surtout pas aux courses, et c'est vraiment l'élément le plus émergé de l'iceberg. Mais il faut voir tout le reste, le travail d'équipe, etc., toute la technologie, tout l'aspect humain. Et c'est ça, je pense, la beauté de Netflix, c'est d'avoir été capable de montrer cette complexité et puis les enjeux qui sont habituellement très faiblement médiatisés, et tisser une toile de fond qui, somme toute, et même si on prend, j'ai envie de dire, chacun des points, on peut trouver à redire. On peut trouver à dire c'est pas suffisamment fidèle à la réalité, etc. Mais ils sont pas dans le commentaire de la réalité. Ils sont dans, je dirais, dessiner une toile de fond
un backdrop de ce qu'est l'environnement F1. Et ça, je trouve que voilà, si c'était un peintre impressionniste, plutôt que voilà, de faire du photoréalisme, dans la peinture impressionniste de la Formule 1, elle est extrêmement bien faite par la Formule 1. Et voilà, il n'y a pas presque une journée qui se passe sans que moi-même, qui ne suis plus en Formule 1, on me parle de Netflix pour voir, pas pour moi, mais l'impact que ça a eu sur l'ensemble. On t'a reconnu dans la rue et tout ça ou... Bah oui, tous les jours, oui, mais c'est pas, peu importe, c'est simple, ça, c'est juste simplement la démonstration de la puissance de la plateforme Netflix. C'est quand même 180 millions d'abonnés, je crois, dans le monde. Je crois entre 50 et 60 millions qui ont vu Drive to Survive, qui est le show, ce qu'ils appellent unscripted, le plus suivi. Donc c'est un succès pour Netflix, pour la Formule 1, la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est monté. Non, c'est devenu un argumentaire essentiel de vente, notamment auprès des sponsors américains. J'en discutais avec encore des gens qui travaillent bien évidemment toujours dans la Formule 1. Ils disent, des sponsors américains investissent enfin en Formule 1. Pourquoi ? Parce que Netflix. Donc il y a de la valeur qui a été générée très clairement par cette plateforme, qui a été vue un peu d'un œil un peu moyen par, je dirais, les acteurs traditionnels, que ce soit les diffuseurs qui se posaient la question de comment ça allait impacter, d'une certaine façon, le business model, mais c'est finalement quasiment les mêmes réflexions que sur l'économie du cinéma, que ce soit aussi par les teams, en se posant la question de quelle utilisation serait faite de leur marque, de leur image, des personnalités. Mais finalement, je pense que 3 ans plus tard, il n'y a pas grand monde qui déciderait d'arrêter ce contrat avec Netflix ou un autre. On arrive sur la fin de la partie F1. Donc tu vas quitter ce métier, ce milieu. D'abord, avant de parler les raisons, est-ce que à refaire, c'est un milieu sympa ? C'est un milieu, tu t'es éclaté ? Oui. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des moments très très durs, mais c'est on balance, comme on dit. C'est un milieu extraordinaire d'engagement, de passion, d'expertise. Donc oui, c'était. Entre vous, enfin, je veux dire, entre les directeurs, c'est sympa. Vous pouvez faire des bouffes ou. Ouais, on peut faire des bouffes. Après, faut pas se tromper. Faut pas se tromper que chacun est là pour gagner. Et si ça signifie... oui, mais là, tu es dans le milieu d'entreprise. Ouais. Ça veut pas dire il y a des concurrents, bien sûr. Mais j'ai eu l'impression, entre le reportage et tout ce que j'ai entendu, qu'il y a vraiment c'est plus que chacun pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous pouvez presque tuer l'autre, vous tuez l'autre, quoi. C'est ce que je parle. Oui, voilà. Mais je parle. Le poker, on peut gagner une partie en éliminant les adversaires avant le début de la partie. Donc moi, je me faisais c'est toujours pas ça dans l'entreprise quand comparaison. même. C'est pas tout à fait ça. Ça s'appelle les confrères ou le concurrent. Après, il y en a qui sont à abattre. Je veux dire, voilà. Mais à un moment, c'est pas la même chose, quoi. Encore une fois, c'est de gagner sur l'autre en étant meilleur ou essayer de gagner sur l'autre en le rendant plus faible ou en l'éliminant la partie. Effectivement, je pense que c'est des lignes rouges qu'on peut se fixer ou pas. Moi, j'avais la mienne. Je sais de quel côté je voulais me positionner et c'était clairement pas en faisant chuter les autres. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas nécessairement que c'était intelligent de ma part, mais c'est ce qui correspond à mes valeurs, à ce qui me permet de tenir debout. Tu quittes la F1 ? Pour quelle raison ? Je rentrerai pas dans le détail, mais je pense que ce que peut dire de manière générale, c'est que il y a eu le nouveau patron de Renault, Luca De Meo, qui arrivait avec beaucoup d'énergie sur la F1, le sport automobile, la marque Alpine, avec aussi des convictions. C'est un homme de conviction. La Formule 1 en fait partie. Le fonctionnement de la Formule 1 aussi il avait ses propres convictions sur le sujet. J'avais moi aussi des convictions sur le mode de fonctionnement de la Formule 1. Voilà, à un moment, elles sont alignées ou elles sont pas alignées. Si elles sont pas alignées, c'est assez naturel que l'aventure s'arrête. C'est-à-dire que si Carlos Ghosn était resté, tu serais peut-être encore là-bas. Je ne sais pas. C'est l'historiographie. Oui, bien sûr. Mais sinon, en termes de job, t'as eu l'impression d'avoir fait le tour ou... Ah oui, alors. Oui, parce qu'il y a le job aussi, Autre chose, oui. Le job. J'ai un mélange, comme souvent. J'avais un sentiment à la fois de plus suffisamment apprendre, je le reconnais, parce que c'est vrai que j'ai une très grande curiosité. Par contraste, ce que je fais aujourd'hui, je suis très heureux de découvrir tout ce que je découvre. Et en 6 mois, j'ai probablement plus appris que dans les 6 dernières années. Et pour autant, jamais j'aurais voulu faire autre chose que ce que j'ai fait au cours des 6 dernières années. C'est absolument certain. Donc il y avait une part de moi qui avait une curiosité de voir autre chose, parce que, encore une fois, la Formule 1, c'est la répétition
de rites. Hein. C'est une succession de rites au sein d'un week-end, au sein d'une saison, au sein d'une année, au sein d'une semaine. Mais voilà, on est extrêmement rythmé et on fait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on le fait aussi bien que ce qu'on le fait du reste. Et ça vaut pour tout le monde, les pilotes, mais comme les patrons d'équipe. Et donc j'avais un peu une curiosité de voir autre chose, mais en même temps, un immense attachement à ce projet dont tu en parlais tout à l'heure. Effectivement, j'ai contribué à mettre en route. Et c'est vrai que l'accompagner un peu plus loin. Mais je suis très content d'avoir été, en tout cas, jusqu'au podium de 2020. 2 jusqu'au bout de la phase Renault, et finalement la transition à la marque Alpine. Cinquième constructeur. On est cinquième. On s'est battu pendant quelques courses entre la 3e et la 5e place. Je pensais pas jouer à grand chose, mais il y a eu quand même 3 beaux podiums, des beaux moments. Donc ce qui sanctionne quand même. Je commence l'écurie est 9e. Je la termine, elle se bat entre la 3e et 5e place et pour quelques podiums. Ça sanctionne de manière très claire. C'était qui, Ricardo et qui L'année dernière, c'était Esteban. Esteban Ocon, déjà. Et puis Ricardo. Ricardo, effectivement, qui nous quitte. Et Fernando qui nous rejoint. Et donc voilà, donc c'est aussi la fin du chapitre Renault, le début de l'histoire Alpine, nouvelle couleur, nouvelle marque, nouveau projet, nouvelle incarnation. Je pense que c'était finalement le très bon moment pour faire ça. Voilà. Tu es rentré donc chez c'est HCVC, donc en tant que partenaire. On t'a chassé ou tu... Bon, chasser, c'est un bien grand mot, mais c'est Alexis Oussou, le fondateur et founding partner de HCVC, qui veut dire Hardware Club Venture Capital. Donc c'est un fonds d'investissement, c'est une société de gestion qui a des fonds qui sont investis dans des projets de rupture technologique forte, mais qui à chaque fois avec une composante hardware ou hard tech très forte. Donc vraiment des vraies ruptures technologiques, pas des places de marché, pas du software, pas des apps, vraiment des vraies ruptures dans l'industrie, dans la mobilité, dans la santé, on regarde dans l'énergie beaucoup en ce moment, et qui m'a effectivement contacté parce que il était en train de se poser des questions sur comment l'univers de la mobilité et l'univers de la technologie étaient en train de se rapprocher de plus en plus. Et voilà, la Formule 1, c'est à l'intersection de beaucoup de choses. Hein. Il faut aller trouver des financements, il faut trouver, je dirais, des experts, des expertises, investir, donner des moyens, donner des ressources, créer un environnement favorable, on en parlait tout à l'heure. Donc d'une certaine façon, la transposition était peut-être pas complètement naturelle, mais était pas si éloignée que ça de ce que j'avais fait. Et donc on s'est rencontrés, et puis moi j'ai dans ma Avant vie, même de partir ou Non. Après être parti. Donc tu es parti, t'as quitté, et tu savais pas ce que t'allais faire en fait. Ouais. D'accord. Exactement. Donc il y a eu une période de grand vide. J'ai rapidement commencé une activité pour le groupe Mecachrome, qui est un groupe historique dans le sport automobile, qui fait ça depuis plus de 40 ans. Des pièces pour moteurs de F1, les moteurs de F2, les moteurs de F3. Je continue d'accompagner Mecachrome. Et effectivement, donc ça c'est Mecachrome qui m'a proposé cette mission, qui est une belle mission, et on est en train de réfléchir à plein de choses autour de nouvelles énergies, etc. Et puis effectivement, ce fonds HCVC et Alexis qui m'ont contacté. En quoi consiste ton job ? Mon job, c'est le job d'un partenaire d'un fonds, c'est-à-dire que il y a trois grands moments. Il y a un moment de lever des financements, parce qu'on investit des fonds qui sont mis à notre disposition par des investisseurs. Donc aller défendre une thèse d'investissement, ce qui me rappelle d'une certaine façon quand j'allais défendre la thèse de la Formule 1 au sein de Renault, avec la même conviction, avec la même résilience. Donc trouver des financements, petit 1. Petit 2, trouver des projets dans lesquels investir ces financements, des projets qui correspondent à la thèse d'investissement. Donc là, c'est scanner différents projets qui viennent à nous, ou aller chercher des projets par rapport à des thématiques qui nous intéressent. Donc effectivement, en ce moment, c'est un peu les thématiques de la mobilité, des clean tech, de l'énergie, sur lequel il y a des ruptures et qui a besoin de ruptures de toute façon par rapport aux enjeux de neutralité carbone. Donc c'est des sujets sur lesquels on est assez à l'écoute et qu'on regarde. Et le troisième aspect, c'est d'accompagner des sociétés qui sont dans notre portefeuille d'investissement pour maximiser leurs chances de succès. Voilà. Et c'est un Quel métier. genre, par exemple, dans les portefeuilles ? On a des sociétés connues, des sociétés beaucoup moins connues. Peut-être la société la plus connue, parce que c'est la seule société directement B2C que l'on ait, c'est Cowboy, les vélos Cowboy. Ouais. Des vélos, un peu le Tesla du vélo à assistance électrique. Vélo en design magnifique, mais dans lequel il y a quand même beaucoup de technologie et qui fonctionne très bien, qui vient de se lancer aux États-Unis. On a dans un autre registre une société qui s'appelle Span, qui fait des tableaux électriques, qui gère de manière intelligente votre consommation électrique en fonction du prix de l'électricité sur la grille et de la consommation de vos appareils, la recharge de votre voiture. Donc ça, c'est aux États-Unis.
On a d'autres sociétés dans le médical. Enfin bon, il y a des sociétés, c'est vraiment à 360 degrés. C'est pour ça que c'est extrêmement rafraîchissant, parce que la Formule 1, c'est absolument fantastique. Encore une fois, je regrette pour rien au monde les années que j'ai faites, mais c'est très spécialisant. Là, au contraire, on s'ouvre à un panel de ruptures technologiques et on regarde un petit peu ce que sera le monde de demain. Mais cette nouvelle vie que tu as, tu dis c'est très pénalisant, etc. Mais en termes de stress, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis quand même bien plus détendu, quoi? Je pense que oui, mais personne m'a fait observer dans mon entourage qui était là avant et qui est là encore aujourd'hui, qui me dit que j'avais vraiment changé. Je pense que oui, effectivement, il devait y avoir des moments où la gestion du stress, de la pression sportive était difficile, mais la pression la plus difficile à vivre, c'était pas la pression du sport, c'était plutôt la pression interne qu'il y avait au sein du groupe, parce qu'encore une fois, on était dans une zone d'insécurité autour de cette activité qui a enfin cessé avec l'arrivée de Luca De Meo et du plan stratégique qu'il a autour de la Formule 1, qui sera absolument complètement qui sera vraiment bénéfique à l'ensemble du programme. L'automobile évolue. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Donc, on parle beaucoup d'autonomie, d'énergie, c'est-à-dire électrique, hydrogène, etc. On est sur la bonne voie de la transition énergétique déjà? Ça dépend ce qu'on regarde. Je pense que si on regarde le cycle d'utilisation de la voiture, c'est-à-dire du from tank to wheel, du réservoir à la roue, oui, parce que les émissions n'ont jamais été aussi faibles. Après, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps d'électrifier l'ensemble de la flotte. Et puis, deux, je pense que c'est un indicateur, certes intéressant, mais c'est uniquement un indicateur parmi d'autres, et surtout un indicateur fragmenté de l'ensemble de l'indication qui doit être vraiment du puits à la roue, c'est-à-dire l'ensemble du cycle de vie de l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Dans quelle mesure elle est plus vertueuse qu'auparavant, et à ce titre-là, je pense que on peut pas. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne sait pas. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. En tout cas, moi, j'ai toujours eu énormément d'humilité dans toutes ces choses, y compris quand j'écoute les experts, les ingénieurs, etc. Aujourd'hui, le pouvoir politique a pris une décision sur l'électrique. Je pense qu'il y a besoin de ceci, mais je vois personnellement ceci plus comme une étape potentiellement transitoire vers d'autres choses, ou en tout cas des produits électriques avec davantage de maturité. Aujourd'hui, les batteries, quand même, qui sont dans les voitures, c'est des bonnes avancées. C'est mieux que d'émettre des particules fines et d'émettre du CO2, mais c'est pas suffisant. Il y a quand même des problématiques de retraitement, de durée de vie qui sont très faibles. Les premières voitures électriques commencent à arriver en fin de cycle. Il faut se poser la question de toutes ces batteries qui ont été mises sur le marché, qui vont encore être mises sur le marché. Il y a des problématiques. Mais de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, effectivement, la transition énergétique, c'est-à-dire l'électricité, etc., c'est bien. Il y a quand même un problème de structure. C'est le pendant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, tu prends mon cas, par exemple, j'ai toujours eu du thermique. Je viens d'acheter une hybride parce que je ne me sentais pas de faire que de l'électrique. Parce que, effectivement, tu descends, tu fais Paris-Marseille, par exemple, l'été, pour aller. Tu as déjà, en thermique, tu as déjà un quart d'heure pour trouver une pompe à essence vide sur l'autoroute A7. Si en plus, ton plein qui doit durer 2 minutes, il dure 40 minutes, il n'y a pas de structure aujourd'hui. Non, mais alors c'est la difficulté. Je pense que on parlait ce matin. Peut-être qu'aussi s'il y a un progrès sur les batteries, Tesla a fait quand même pas mal de choses. Si on arrive à charger en 5 minutes. Peut-être. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer en parallèle. Il va y avoir une amélioration de la technologie batterie qui va permettre d'allonger les autonomies. Il y a aussi beaucoup de progrès, et on regarde des sociétés de ce type-là autour de l'électronique, des contrôleurs de puissance, électronique de puissance, mais même des softwares embarqués sur la gestion de ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System, qui permettent finalement à technologie de batterie donnée, d'augmenter très fortement son autonomie, ou alors la durée de charge, ou la profondeur de la batterie. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, il va y avoir une amélioration des technologies électriques. Il va y avoir, bien évidemment, une densification du réseau de recharge, mais je continue de penser que l'exploration parallèle est intéressante. Par exemple, je suis assez attentif aux annonces de Toyota sur l'hydrogène, qui
voilà, qui est peut-être une voie alternative. Il y a aussi des biogaz qui peuvent être aussi des voies intéressantes. Voilà, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'a pas complètement de certitude, et je trouve ça passionnant. Je pense que la civilisation industrialisée, post-industrialisée, elle a jamais été face à autant d'incertitudes qu'aujourd'hui. Ce qui est sympa, c'est des opportunités pour nous en tant qu'investisseurs. Ces incertitudes, tu peux les voir comme des risques. Ouais. Tu peux les voir aussi comme des opportunités. Mais tu vois, quand tu mets de l'essence, par exemple, effectivement, donc le côté thermique, le côté énergétique, etc., respect de la couche, tout ce que il n'y a pas de problème. Le fait de repartir sur de l'hydrogène ou de partir sur d'autres systèmes, c'est encore dépendant d'un provider. Quand tu es en voiture électrique, c'est toi façon de parler, hein, c'est EDF finalement, mais tu recharges à la maison, tu recharges au bureau, tu crées ton autonomie toi-même. Autrement dit, on risque de retourner encore une fois à des systèmes de prix exorbitants, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'à un moment, l'État, quand il va plus toucher 70% de taxes sur l'essence, il va se poser une question quand même. Il va se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va taxer l'électrique ? Est-ce qu'on va taxer l'hydrogène ? Qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Oui, aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils poussent surtout à l'accélération de la transition écologique et donc de la transition énergétique. Et donc, ils encouragent, c'est probablement la raison pour laquelle tu as acheté une hybride. Je pense que tu as regardé... Je regrette de ne pas avoir acheté électrique, par contre. Voilà, ça c'est bien. Alors ça, t'as le parcours complètement normal. C'est-à-dire que tu veux racheter une voiture, tu regardes le prix de la carte grise, donc du coup tu te dis tiens, je prends une hybride, et puis tu as ton hybride sur les bras, tu te dis en fait c'est complètement idiot, donc j'aurais mieux fait de prendre une électrique. Exactement. Voilà. Sachant, c'est le parcours, c'est normal, hein, c'est planifié. Hein, ça, ouais. Sachant qu'en termes de sensation, l'électrique est 10 fois mieux. Ah ouais, oui. Tu retrouves presque le couple d'un 6 cylindres. C'est ça qui va être intéressant, c'est que en fait, moi, ça m'intéresse. Enfin, je sais pas s'il y aura, je referai des activités là-dedans, mais quels vont être l'ADN d'une voiture sportive dans quelques années, je ne sais pas, parce que jusqu'à maintenant, la voiture sportive, c'est une voiture qui pouvait aller vite, qui avait du couple très rapide, voilà, des accélérations de 0 à 100 sous, on va dire 4 secondes. Sous d'abord, c'était moins de 7 secondes, puis moins de 6, moins de 5, moins de 4. Maintenant, effectivement, on voit que n'importe quelle voiture électrique, même un 4x4, il fait de 0 à 100 en 4 secondes. Donc ça veut dire que le code de la voiture électrique va devoir se réinventer. Il n'est pas non plus par le bruit, de fait, ou alors il va falloir réinventer un bruit. Donc qu'est-ce que c'est que la sportivité d'une voiture électrique ? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai rien vu de convaincant. J'ai essayé beaucoup de choses. Je n'ai rien vu de convaincant. Et je pense que là, justement, c'est un nouveau champ. Un nouveau champ. Encore une fois, on peut regretter les bons vieux V8 ou les V6. Moi, j'ai envie plutôt d'être excité par qu'est-ce que ça va être la voiture sportive de 2050. Je trouve ça vachement marrant de se poser cette question-là. Et pas uniquement, et je pense que ça va être pas uniquement des performances, ça va être surtout des sensations. C'est quoi les sensations de la sportivité en 2050 ? Tu penses que rien pour l'instant venir. Ça arrivera en F1 ? La Formule 1 devra être forcément avoir une forme de connexion par rapport à ça. Aujourd'hui, la Formule 1 est dans des codes du XXe siècle finalement, avec des voitures qui sont qui font beaucoup de bruit, qui sont un peu spectaculaires, etc. Je pense qu'effectivement, quand ces codes vont devoir se réinventer, la Formule 1 qui fait la promotion de la voiture sportive va également devoir inventer ces codes, ces stimuli, ces émotions qu'elle véhicule. Mais comme personne ne les a réellement inventés, je pense qu'il faut pas blâmer la Formule 1 pour ne pas avoir été précurseur sur le sujet. Mais à l'époque de la Formule 1, à l'époque où on rechargeait, où on faisait le plein, on changeait c'était ça aussi. Tu faisais les pleins en 10 secondes, etc. Maintenant, c'est 2 secondes. Enfin, pas le plein, mais c'est le changement de pneu en 2 secondes. C'était des trucs. Tu as des mecs qui perdaient. La course pouvait s'inverser. C'était marrant à l'époque. C'était quand même des passages aussi, etc. Il y aura peut-être des choses. Il y aura des changements de batterie, des rechargements en hydrogène. Vraiment. Sur l'autonomie au sens autonome, en France, on a ces lois. Aujourd'hui, c'est niveau 4, niveau 5, etc. C'est un frein. Est-ce que le fantasme, tu vois, ce soir, je vais aller dîner au resto. Je vais peut-être, alors j'ai pas ma voiture, mais je vais dîner au resto. Mon fantasme, c'est quand même d'arriver, de dire à la voiture, va te garer. Elle va se garer. Je bip dop, viens me chercher, elle vient me chercher. Ça, je pense qu'on en est loin. Je suis pas sûr. En fait, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il y a des recherches, mais ça n'évolue pas. Et on a l'impression que je sais pas si c'est législatif ou pas, mais ça fait un moment qu'on en parle. Je pense que même Elon a tweeté que finalement l'autonomie était un
un problème plus compliqué que ce qu'il avait envisagé de craquer. Et malgré des lois qui sont un peu plus favorables à l'innovation et à l'essai, y compris en conditions naturelles. Hein. Je pense que réellement, on est, prendre en compte tous les paramètres qui peuvent survenir. Même Apple, d'après ce que j'ai lu, dans sa voiture qui serait une voiture entièrement autonome, c'est un peu parisienne. Hein. Ouais, mais je pense que ça commence à se rapprocher. Il débauche, il embauche. Tu as raison. Mais bon, voilà. En tout cas, faire complètement l'économie de l'humain, et donc être uniquement un hardware in the loop et non pas un driver in the loop, ça va prendre beaucoup de temps. Je suis pas sûr qu'on le voit. Question perso. Ouais. Dans tout ton parcours, quelle est la période que tu as préférée ? Moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Là, c'est cette période de 2015 parce que c'était à la fois une période très intellectuelle de planification, de préparation de ce plan qui devait permettre et de revenir et de progresser. Mais aussi c'était une période de bataille. Alors de bataille avec Red Bull parce que ça se passait pas bien en piste, mais aussi de conviction en interne, de devoir convaincre le board Renault que c'était faisable de revenir en Formule 1, c'est faisable de reprogresser en Formule 1. Et comme je suis assez combatif par nature, mais dans des règles du jeu qui étaient parfaitement posées dès le départ, c'est une période que j'ai appréciée avec énormément d'inconnus. On est passé par différentes options avant de terminer sur celle sur laquelle on est terminé. Mais voilà, c'est une période, voilà, finalement ce démarrage de l'activité, ce redémarrage de l'activité, avec tout ce que ça promettait derrière, c'était la période la plus excitante. J'ai interviewé, tu connais Stéphane Soumier ? Ouais. J'ai interviewé Stéphane Soumier il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, quelle est la personne qui t'a le plus impressionné ? Il m'en a donné 2, Xavier Niel d'un côté, mais Carlos Ghosn. Il m'a dit, c'est un personnage impressionnant qui m'a impressionné. C'était quelqu'un d'incroyable. Ah bah il a quand même été absolument visionnaire. Hein. Il a non seulement bâti une alliance automobile qui est un modèle unique. Alors qui maintenant il est peut-être un peu de meilleur ton je dirais de critiquer ou d'interroger, etc. Mais enfin, il a quand même contribué à faire un champion automobile mondial. Personne ne peut lui retirer. Mais avant ça, moi, j'ai peut-être plus envie de retirer ça, c'est qu'il a vraiment aussi retourné Nissan, qui était dans une situation absolument désastreuse. Je pose pas de questions sur ce qu'il faisait. Moi, ça m'intéresse pas. Je parle du personnage le Nissan était voilà. Donc, il a quand même des réalisations. Et puis, effectivement, en termes de personnalité, dans une pièce, j'ai rencontré. Il se reconnaît quoi. En fait, tu le reconnais. Voilà, c'est ça. J'ai rencontré dans ma vie quelques personnalités qui, quand elles rentrent dans une pièce, la pièce s'arrête. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a personnellement quelque chose que je n'arrive toujours pas à savoir, c'est est-ce que ce sont les personnes qui font que les pièces s'arrêtent ou l'image que l'on a de ces personnes qui font que la pièce s'arrête. Je ne sais pas si c'est un magnétisme animal qui fait que, voilà, boum, tout le monde est un peu en pause, en alerte, où on se dit j'ai l'image de la personne qui est en train de se rapprocher de moi, du coup voilà, en fonction des jours alors c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement pour ça que je fais le podcast. Il m'est arrivé un truc, je fréquente beaucoup les instances patronales du sud de la France et on a quelques grands patrons dans le club 20 et qui sont les 20 plus gros patrons, les Sodexo, etc. Et tu vois, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais si on est dans une pièce et que tu as 100 personnes et tu as 5 grands patrons ou 5 personnes iconiques comme ça qui ont fait elles se reconnaissent et je sais pas si c'est une aura, je sais pas, il y a quelque chose qui est dit, je sais pas si il y a quelque chose, une sorte de survol. Ouais, je peux pas l'expliquer en fait. Je peux pas l'expliquer. Le problème, c'est que c'est l'observateur qui modifie l'observé. C'est-à-dire qu'il y a quand même tellement aussi un jeu de rôle autour des personnes de pouvoir que même si on ne sait pas qu'il y a des personnes de pouvoir, on va sentir que dans la foule, que dans une assemblée, il y a... Sans les reconnaître. Hein. Moi, je parle de sans les reconnaître. Hein. Sans les reconnaître. Mais tu vas sentir, je pense qu'il y aura dans la foule quelque chose. Il y aura... Alors, tu peux justement dire que c'est une forme d'énergie ou de magnétisme, mais je pense qu'il y aura une espèce une espèce d'attroupement autour d'une personnalité, des regards autour de cette personnalité. Et je pense que c'est la concentration de la focalisation des regards vers une personne te conduit d'une certaine façon à la rendre plus particulière. Mais voilà, je pense que c'est plutôt le jeu social que le magnétisme. Mais voilà, c'est mon côté cartésien qui parle. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Qu'on s'est bien marré ensemble. On a passé du bon temps. Que je suis resté droit sur mes valeurs, mais en même temps en obtenant des résultats et en passant du bon temps. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne dise pas de toi ?
que je n'étais pas capable de délivrer en fonction de ce que j'ai pas envie de décevoir. Voilà, pas envie de décevoir. Les autres ou toi aussi? T'es dur avec toi-même? Ah oui, je suis très dur avec moi-même. Ouais. Je suis dur aussi avec les autres, mais je suis très dur avec moi-même. Tu prends le temps de vivre ou tu bosses beaucoup? Non, j'ai besoin de beaucoup bosser pour vivre. Le travail, c'est ta passion? J'aime ça. Ouais, mais après j'ai beaucoup d'autres passions, mais le travail. Ouais, et les enfants? Ouais, j'ai deux petites filles. Et c'est une passion aussi. Mais je pense que j'ai besoin d'être bien dans ce que je fais pour être bien avec les autres et bien avec elles. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? BioNTech. Pfizer? Enfin, l'équivalent. C'est ceux qui ont apporté la molécule ARN messager. Pourquoi? C'est quand même dingue, quoi, de se réveiller avec une pandémie et puis un an plus tard d'avoir un vaccin pour l'ensemble de la planète. Moi, je trouve ça absolument. On peut dire ARN, machin, etc. Mais moi, je trouve ça incroyable, quand même. En 6 mois, les mecs, en plus, un couple d'immigrés. Enfin, t'as tous les éléments de la success story, quoi. Un couple d'immigrés sur financement privé. Ils ont une conviction, ils ont une intuition, une conviction de la recherche, du travail. Et in fine, le partenariat industriel. C'est ça. Je veux dire, il y a un reportage qui est super bien fait. C'est incroyable. À quel personnage connu t'aurais aimé ressembler? Gainsbourg. Ah, c'est marrant. Moi, j'adore Gainsbourg. Ouais. Bonnard dans la vie. Moi, j'ai un copain qui était flic. Il adorait les flics et travailleur. Et bon. Mais ce que j'aime bien, c'est l'apparente nonchalance et l'immense travail pour y parvenir. C'est-à-dire que la nonchalance elle-même était travaillée, mais bon, après avec des intuitions extraordinaires, mais aussi un boulot immense. Ta plus grande fierté professionnelle? Ouais, mais c'est simple, c'est qu'il y ait une écurie française aujourd'hui dans le sport, tout simplement. Ça, c'est pas la tienne, c'est la fierté nationale. Je pense que c'est peut-être faire preuve d'un peu d'arrogance, mais je me l'autorise. Je pense que si j'avais pas été là, elle serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'énerve? Beaucoup de choses, et je peux m'énerver trop facilement, et j'essaie de travailler là-dessus, mais un peu le mensonge, je pense. Par-dessus tout, le mensonge dans le boulot, le mensonge dans son propre camp. Je ne sais pas gérer les ambiguïtés dans mon propre camp. Encore une fois, le mensonge d'un compétiteur, d'un concurrent, etc., tout ça, je le comprends. Mais dans mon propre camp, notre camp, c'est notre camp. Voilà. Et on ne peut être que fort vis-à-vis des autres que si on est très solidaires l'un avec l'autre. Quand tu es en responsabilité, justement, chez Renault, par exemple, tu peux avoir des relations avec des politiques qui peuvent te téléphoner pour... Non. Moi, quand vous gagnez, oui, vous êtes reçu sûrement, mais... Oui, mais j'ai pas été à ce niveau-là de performance. Non, on a eu quelques relations avec Christian Estrosi, qui a monté quand même contribué activement à remonter le consortium autour du Grand Prix de France. Voilà, quelques personnalités autour du sport aussi, mais la difficulté du ministère des Sports, la difficulté du sport automobile, c'est que c'est l'affaire de personne, parce que c'est pas complètement un sport, c'est pas complètement industrie automobile, donc quel est notre ministère de tutelle? C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, ouais. Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle, si tu devais coller 3 photos, 3 instants de ta vie sur ton frigo, tu mettrais quelle photo? C'est 3 rencontres. C'est la rencontre avec première rencontre chez Renault F1 peut-être avec Jean-Jacques Is, qui est un motoriste de l'époque qui m'a fait confiance, qui m'a ouvert les portes de Viry-Châtillon et qui était un peu un dieu des moteurs des années 90. C'est aussi Flavio Briatore quand même qui m'a appris le business, le côté business, le dark side of the moon. Non, parce qu'il y a rien de dark. C'est un des premiers directeurs qui a été en lumière, en fait, non? C'est celui dont on se souvient, parce qu'il a contribué il s'est médiatisé lui-même, mais aussi il a compris qu'il fallait médiatiser la Formule 1, il a dépoussiéré, la faire sortir du garage. Donc ça a été notamment le premier à connecter le monde de la Formule 1 avec le monde de la mode, avec les mannequins, avec le glamour, avec la marque Benetton, etc. Donc c'est pour ça qu'on se souvient de lui, parce aux grandes années de Benetton aussi. Voilà. Et puis en plus il a eu des résultats. Donc je veux dire, il aligne, et puis il a eu des bonnes intuitions, il a fait émerger des beaux pilotes, Fernando et d'autres. Donc il a tout ça pour lui.
d'autres personnes, Alexis qui m'a fait confiance. C'est un moment important parce que c'est le début de ma vie d'après. Donc voilà, c'est 3 personnalités, le début, le milieu et puis la suite, effectivement. Tu finiras ta vie professionnelle dans l'entreprise de toute façon, où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas, mais je sais pas. Elle est quand même encore de 20 ans. Ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, non, parce que tu disais, j'ai toujours eu cette envie de devenir entrepreneur. Finalement, tu n'as jamais monté d'entreprise. Je ne le suis pas aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, on aide des entrepreneurs à monter leur entreprise. Je me rapproche. Mais je n'y suis toujours pas. Des hobbies, du sport, donc du ski toujours? Les sports de glisse, les sports de nature, sinon rien d'autre, aucun sport. Ma vraie passion, c'est quand même la planche à voile, la mer, aussi Marseille. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Et puis voilà, le sport, le hobby, la musique aussi, qui compte énormément dans ma vie. Et puis ma famille, bien sûr. Un bouquin sur ta table de chevet ? Pas vraiment. Il y a un bouquin que j'aime bien regarder parce que c'est surtout Woody Allen. Je vais pas faire le truc trop intello. J'en avais un autre de Blondel, mais le plus sincère, c'est vraiment Woody Allen. J'ai un vieux bouquin du petit Woody Allen illustré que j'adore en fait rouvrir et en 30 secondes, je me reprends une dose de bonne humeur et aussi d'intelligence. Film ou série ? Film. Dernier ? Tout dernier que j'ai vu quoi ? Un truc génial là sur l'espion qui allait plus au nord, là, l'espion qui est en Corée du Nord, un espion de la Corée du Sud qui allait en Corée du Nord, c'était absolument génial. Mais j'aime bien les cinémas un peu décalés, pas les mainstream. Ah non, j'ai revu Dune, mais j'ai revu Dune des années 80. Ah oui. Je trouvais ça extraordinaire, de David Lynch. Ouais. Je trouvais ça extraordinaire. Voilà, mais je suis pas très up to date sur le cinéma. C'était le film, je me disais, il fallait être concentré pour le voir, parce que c'est compliqué. Incompréhensible. Ouais, faut être sous acide, oui. Voilà. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi ? Comme j'ai cité 3 personnes et que j'aurais bien aimé avoir une 4e personne à citer que j'ai pas pu, c'est Alain. Alain Prost, quand même, ça a été un sparring partner, un partenaire, un confident des moments les meilleurs comme les plus durs. Il a une connaissance du sport et qui est vraiment une super personne. Il est quoi ? Il est en Suisse, non ? Oh, il se balade partout. Il fait du vélo. Il fait beaucoup de vélo. Énormément de vélo. Ouais, tu le verras sur un vélo et dans une montagne. Il conduit toujours ? Il pourrait s'amuser, ouais ? Non. Je pense qu'il est beaucoup plus sur un vélo que dans une voiture. Tu pourrais me faire une intro ? Je ferai une intro. Avec plaisir. Allez, je te pose la dernière question du podcast. Donc, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre, en fait, la combinaison, les recettes, les ingrédients, ce qui t'ont amené là où tu es arrivé. Depuis tes études, quel est finalement le secret ? Quelle est la combinaison pour devenir la personne que tu es devenue ? Moi, c'est un peu 3 mots qui sont un peu des points cardinaux. C'est humilité, curiosité et combativité. Ça fait un peu slogan, mais voilà, je pense que ça me résume bien et je pense que c'est pas me trahir. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été curieux, j'ai été humble, j'ai été combatif, j'ai pas accepté certains non, je me suis battu pour certaines idées, y compris des idées qui aussi et des valeurs qui peut-être font que je suis plus en Formule 1 aujourd'hui, mais je suis très à l'aise avec ça. Et puis j'ai la curiosité de démarrer d'autres choses, démarrer des choses, rencontrer des gens, donner du temps aux gens aussi en ce moment. C'est une forme aussi de curiosité et d'humilité et qui est générateur souvent de super opportunités dans la vie. Donc voilà, mais je veux pas dire que j'ai une générosité vis-à-vis des gens. Non, je pense que cette générosité est surtout motivée par la curiosité que j'ai d'aller vers les gens qui m'entourent et l'humilité de les penser meilleurs que moi. Cyril, merci beaucoup. Déjà, merci pour ton enthousiasme. Tu as vraiment répondu directement quand je t'ai proposé l'interview. C'était précis, c'est peut-être l'ingénieur aussi. C'était franchement, tu as une façon de parler qui est captivante et je me suis régalé. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Merci. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités.
C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.